Salut la gang, cette semaine au podcast MotoX, on reçoit quelqu'un qui est connu de toute la communauté du motocross, un gros nom là. Ça faisait longtemps qu'on nous le demandait, ça faisait longtemps qu'on voulait le recevoir. C'est comme la petite cerise sur le Sunday aujourd'hui. Absolument, pour le dernier épisode de la saison 2 du podcast MotoX, on reçoit Carl Vaillancourt. Yeah! On est dans le podcast MotoX avec notre invité de la semaine, Carl Vaillancourt. Mais justement, de commencer, Andréane, avec notre invité, il faut remercier évidemment nos précieux commanditaires qui rendent possible le podcast. Et évidemment, on parle de Husqvarna Motorcycle Canada, Motovan, VP Race Fuel, DL Performance, Pantera Motorsports et Silverwax. Avec notre invité, Carl Vaillancourt, comment ça va? Ça va bien, Ben, toi? Allô? Yes, bien content de t'avoir dans... Ben. Ben oui, bien content de t'avoir dans le podcast. Ça faisait Non, longtemps. mais attends, bien content. Oui. À chaque semaine, je pense, j'entendais ton nom. Parce que là, il faudrait inviter Carl. Je pense que ça fait 2 ans que t'es un peu dans le top de la liste. Puis là, je sais que t'es quelqu'un bien occupé. Mais en tout cas, on est bien content. Puis je dis oh, là, mais surtout Ben, moi aussi, là, mais moi, je te connais moins. Mais Ben est vraiment content. Fait que je voulais comme te dire merci pour lui parce que. Je sais pas comment le prendre, là, quand tu passes le dernier, si tu bon ou c'est pas bon. T'as vu passer tout le monde. Non, t'es comme la cerise sur le Sunday. Du bon sens, Hey, mais c'est quoi, Andréane? Je pense que j'ai comme une petite consécration cette semaine avec Carl parce que, tu sais, ça faisait longtemps qu'on était supposé d'avoir Carl. Puis là, on le gardait pour la fin un petit peu, puis tout ça. Puis là, Carl. Il savait qu'il y avait le podcast puis tout ça, puis il savait que ça s'en venait, mais là, j'ai dit à Carl, OK, on va le faire. Là, il dit Ben, il dit parfait. Il dit, je me demandais justement quand est-ce que c'était pour faire ce podcast-là. Je pense que Carl, secrètement, avait hâte de participer au podcast MotoX. Ouais, donc, j'ai réussi en carrière de motocross. Tout à fait, mais j'ai pas été très collaborateur. Tu sais, tu m'as parlé souvent, puis j'étais comme, je te réponds, je suis pas... Oui, je suis occupé, mais tu sais, tout le monde est occupé, là. J'ai pas été très fiable. Fait que j'ai peut-être qu'il me doute, il est en crise, là, puis il va me fléchir. Ça se peut, là, tu sais. Non, mais c'est parfait, Carl. T'es la dernière épisode de la saison 2 du podcast MotoX. Fait que, écoute, on finit ça en faire. Je suis bien content. Puis ton nom est revenu souvent aussi dans les commentaires. Ouais. Dans les autres invités aussi. Ouais, il y a plein d'autres invités qui avaient des anecdotes, puis ton nom ressortait ou des anecdotes un peu en lien avec toi. Fait que j'étais un passage obligé, hein? Oui, c'est ça. Écoute, on peut pas parler du motocross au Québec sans parler de ta carrière et tout ça. Par où commencer? Écoute, évidemment... Ça fait tellement longtemps que, tu sais, à 52, c'est oublié, là, tu sais, je suis plus là pantoute, là, j'existe plus, ben des jeunes. T'en as pas fait en 1952, là. T'en as fait. Tu as commencé dans les années 80 quand même, puis ton gros prime dans les années 90. Mais je veux qu'on en parle parce que, tu sais, c'est tellement intéressant, tout ça. Puis j'ai comme. Tu sais, évidemment, on est tous. On regarde ça, puis ça nous manque les années 90. Je trouve que c'était une bonne era, de parenthèse, pour le motocross, un petit peu partout, là. Puis toi, t'as eu du gros fun là-dedans, puis t'es tombé vraiment dans les bonnes années, je pense, tout montait, le côté, les médias embarqués aussi, puis tout ça. C'est quoi tes souvenirs de ça? Les années 90, c'était quoi? La molette, les cheveux, le fluo. Le fluo. On était habillés comme André Agassi. Écoute, c'était quand même des très belles années de motocross, puis les années 90, écoute, il y avait du monde aux courses, là. L'instant, tout le monde dirait, regarde ça sur ça. Moi-même, je fais pareil. Les gens se déplaçaient. J'ai eu du contact avec des spectateurs dans des événements. Sans rentrer dans des détails, là, tu sais, écoute, des 10 puis des 15 000 spectateurs à Vallée-Jonction, là, qui était l'endroit que j'ai vu le plus de monde, là. Oui, on dort. C'était vraiment des années de gloire du motocross, là. Tous ceux qui ont été présents à cette année-là, là. Écoute, je me rappelle pas d'avoir vu 10 ou 15 000 spectateurs dans une course provinciale de motocross, là. National, Vallée-Jonction, 15 000. Je sais pas où ils mettaient, mais il y en avait 15 000. Peut-être que, tu sais, en bout de ligne, compter, c'était peut-être 12-13, mais on dit qu'il y avait 15 000 spectateurs. Quand même big, là.
Mais Wow. je me rappelle d'y avoir été quand je courais pas encore à l'époque, mais j'avais été, puis je me rappelle évidemment les grosses côtes qu'il y avait, puis tout ça. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était sinon la plus grosse course extérieure au Québec, les Jonctions à l'époque, puis je pense en nombre de pilotes, puis en nombre aussi de spectateurs. Je pense que bon, les Beaucerons, ils se déplaçaient, là, ça marchait fort là-bas. Là. Puis le soir, tu sais, je dis ça, le dimanche soir, je pense que les Beaucerons étaient maganés des 2-3 jours de brosse la veille. Mais le vendredi soir, le samedi soir, là, écoute, j'ai dormi dans mon club une année, j'ai fait une erreur, ça c'était fini, là, tu dors plus loin, puis t'es entends de loin, là, ça brassait, là. Ça buvait, Oui. ça se battait. Non, écoute, eux autres, c'est all-in. C'était assez intense dans ce temps-là. Ça a beaucoup changé aujourd'hui, hein? Ça a beaucoup changé. C'est plus pareil, évidemment. On est loin de ça. Regarde le podcast que tu fais là. Tout le monde est en ligne. C'est ça. Ben, même toi, tu étais présent sur Instagram, tu es actif quand même. Puis écoute, je riais tellement cet été de poster un story. Okay? J'en ai parlé l'autre jour avec Jean-Sébastien Rouen, puis on t'a crampé les deux. Puis t'as piqué un peu les plus jeunes, tu sais, parce que t'as pris une photo, t'étais assis à côté de ton bike sur le circuit à 100 heures, je pense. Puis là, t'étais tout seul dans les pits, il n'y avait personne. Puis là, t'étais comme beaucoup ils sont où les pros, les jeunes qui veulent devenir pros, tu sais. T'étais le seul, puis qui est retraité, mais t'étais présent sur la piste, puis t'es un peu ironique. Je me posais la question, souvent, les dernières années, j'ai commencé à rouler. Puis cette année, j'ai roulé un peu plus. T'sais, moi, je suis tout fier, j'ai fait 30 heures de bike. Mais bon, ma job et mon horaire ne me permet pas d'en faire plus. Mais tu sais, mettons que les kids, j'avais entendu qu'ils sont là tout le temps l'après-midi, mais les gens à piste, ah non, c'est tranquille, à partir du mois de juin, il fait chaud, c'est tranquille. Ouais, qu'est-ce que c'est? Juin, juillet, août. Puis là, au printemps, il y a hâte qu'il fasse beau. Puis quand ça arrive au printemps, le bike est là, tu fais 2-3 semaines, un mois, puis après ça, il sort plus. Je dis, what the fuck? J'ai dit, l'été, quand tu fais des nationaux, là, puis qu'il fait 35-40, là, moi, j'y allais parce que je trippe, tu sais, je faisais ça après la job. Tous les mercredis, c'était comme ma game de hockey. Là, je m'étais mis ça cette année, faut que je roule, puis tu sais, j'avais un bike écœurant. Je le regardais dans le garage, j'ai hâte de rouler tout le temps. Puis oui, la question, je me posais, hey, tu sais, je vais passer Dylan Wright, tu vas passer les kids habituels, là, mais tu sais, en général, je trouve qu'il en manquait beaucoup pour avoir un circuit préparé. Toutes les sauts sont refaites, c'est arrosé au milieu de la soirée, là. J'ai jamais eu ça, moi. Je roulais dans une traîne de poussière dans un pit, et là, il n'y avait pas un chat, ça, je te le jure. Mais là, les conditions sont toutes là, tu sais, c'est parce que j'ai l'air d'un vieux grognon quand je dis ça, mais ils n'ont pas connu ces années-là, là, que pour apprécier ce qu'ils ont aujourd'hui. Ouais, on sonne vraiment dépassé quand on dit ça, puis vieux. Quand on dit ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça donne juste un peu une perspective de la vision, le mindset d'un gars qui a réussi puis qui a gagné des courses puis des championnats, tu comprends? Je trouve que ça donne je trouve que c'est comme un peu une photo Polaroid de la génération d'aujourd'hui qui évidemment qui est pas comme la tienne, là. Mais je trouve que tu sais, bottom line, faut que tu mettes des heures, faut que tu travailles, faut que tu. Non, on devient pas champion par hasard, tu sais. Puis souvent, le problème, c'est que ça a l'air facile, tu sais, comme toi, Carl, t'avais du talent, Ben, t'avais du talent, mais Colin, vous êtes pas assis sur votre talent, tu sais, vous l'avez développé puis vous l'avez travaillé, mais je pense que c'est le danger quand ça a l'air trop facile. Les gens oublient peut-être tout ce qui est difficile qui se cache en arrière, puis le travail qui est fait, puis les heures de pratique, tu sais. Je pense pas que j'étais le plus talentueux, là, tu sais. J'ai vu plein de pilotes là, qui étaient coulés, il y avait une facilité. Là, après 2 tours de pratique, il y en a qui faisaient tout super smooth. Mais il y a une partie, oui, que j'ai travaillé fort, comme tous ceux qui gagnaient, tu n'avais pas le choix. Là, tu peux pas, là, dans n'importe quel sport, motocross inclus, là, des heures. Moi, j'en ai scrappé des bicycles. J'ai bouffé des pièces, des budgets de pièces, j'avalais ça. Là. Des clutches, j'avalais ça. Ça t'en fait pas une semaine. Tu sais, quand tu fais, mettons, 30 minutes minimum par jour, des fois plus, là, écoute, je roulais à la sable tout le temps aussi. Fait que, tu sais, les motos, j'en ai détruit des motos. Vu qu'on est là et qu'on parle justement des jeunes qui veulent percer, ça serait quoi le conseil que tu aurais pour eux autres, justement, pour un jeune qui est pro et qui a besoin peut-être d'un petit pep talk ou d'un petit peu de motivation? Là? Écoute, si tu es obligé de te battre pour
motiver l'athlète dans n'importe quel sport, oublie ça. Il faut que ça vienne d'eux autres. Tu peux aider, tu peux guider, mais la drive au départ, ça. Ouais. Conseiller, oui, mais tu le vois, celui qui veut ou qui veut pas, puis celui que le samedi matin, puis le vendredi soir, il est motivé, il mange des pâtes, puis il pense qu'il a le 7. Mais tu as déjà entendu le dicton, là, ça se passe du lundi au jeudi, vendredi, celui qui veut vraiment, puis qui va réussir, là, qui met le temps et l'énergie. Puis, écoute, tous ceux qui ont réussi, là, t'es voyé à la piste. Là. Tu vas en Floride, l'été, quand j'étais à Drummond, bon, je vais peut-être voir Jean-Sébastien à la fin, mais tu sais pas ce que ton compétiteur qui reste à, je sais pas, à 25 heures de chez vous, ce qu'il fait. Mais quand tu vas en Floride, tout le monde est dans le même coin, puis tu sais ceux qui vont gagner ou pas, ils sont là, puis tu sais, ça te motive de les voir aller. Écoute, ils roulent à tous les jours, puis tu vois qu'ils s'améliorent tout le temps, puis ils mettent du temps et de l'énergie, bien c'est sûr, tu récoltes ce que tu sèmes. Oui, c'est ça. Puis toi, dans le temps, c'était quoi justement qui te donnait un coup de pied dans le derrière, justement, pour pousser, puis pour continuer, puis t'entraîner plus fort que les autres, puis le gym, puis la track, puis ça, c'était-tu en dedans de toi, c'était-tu naturel pour toi, ou t'avais quelque chose qui te poussait, là? Ah, écoute, c'était de gagner. Je voulais pas finir deuxième, tu sais, that's all. Puis quand j'étais arrivé au début, tu sais, à Drummondville, il y avait, tu sais, Pierre Couture, quand j'étais TQ, Pierre Couture, c'était tu as tout le temps quelqu'un sur qui tu peux te rouler puis imiter. Puis, les premières fois que j'ai commencé à rouler, puis la couture, c'était une machine. Ça s'entraînait. Fait que, pour moi, l'image que j'avais, c'était la couture. Après ça, Ross, au fil des années. Puis tous les athlètes que tu voyais alentour de toi, tu voyais l'énergie puis la passion qu'il y avait. Là, tu sais, écoute, pour gagner, là, écoute, je ne peux pas faire moins que ça. Fait que mon image de ce que je voyais, je suis arrêté là juste pour la ride, pour avoir du fun. Oublie ça, là. Mais moi, au début, écoute, je jouais au hockey quand j'étais kid. Puis quand la saison de motocross commençait, des fois, ça peut-être des petits tournois à la fin d'année. Puis quand la saison commençait, surtout quand elle commençait, j'aimais bien mieux faire du motocross, là. Fait que le hockey passait en deuxième. Fait que j'ai bien vu à un moment donné que ma voie, c'était pas de jouer au hockey, c'était de faire du motocross. Puis c'est ça qui m'allumait au bout, là. Quand je ridais, là, je trippais, là, mon père, c'était le temps, j'avais pas de bout, là, lui, il me laissait aller. Puis, j'ai eu du bon sport familial tout le temps, moi, là. Fait, c'est dur à t'expliquer. J'avais le goût, je voulais gagner au bout, là. Je trippais sur le motocross. Fait que moi, tant que j'étais pas sur mon bike, là, j'avais pas de fun. À l'école, j'avais la tête pour le motocross tout le temps, là, 24/7. Oui, non, c'est ça. C'est ça que ça prend. Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, je peux te renvoyer la question, là, tu dirais pas la même affaire. Oui, non, c'est sûr qu'il y a une histoire de passion là-dedans. Puis dans les années 90, tu sais, c'était de regarder. Ben, moi, c'est beaucoup je regardais beaucoup ce qui se faisait aux États-Unis avec les films. Dans le temps, les VHS sortaient, puis tu t'en rappelles, là, les Terra Firma, les Crossy Demon of Dirt, puis tout ça, tu sais, avec puis les. Moi, j'avais pas ça, moi. Moi, j'étais avant toi. Non, mais c'est ça, t'es un petit peu avant ça, mais fait que moi, ça me faisait rêver. Fait que je voulais atteindre, je voulais être dans cette gang-là. Toi, tu connais ça, Cycle News? Ben oui, je connais ça. Ben oui. Ben moi, les VHS, ils commençaient à en avoir, mais les premiers VHS, moi, c'était l'école de motocross Gary Bailey. Ouais. Fait que, tu sais, on a commencé à David Bailey, Johnny O'Mara, on a commencé à les voir, il n'y a pas d'Internet, pas rien. Fait que, tu sais, t'achetais une cassette, là, tu lisais de long en large. Fait que, tu sais, 81, 2, 3, quand j'ai commencé, puis je faisais ça ici pour m'amuser, là. Je vais pas. C'était vraiment les pilotes locaux, puis il y avait les courses provinciales qu'on allait. C'était eux autres, mes idoles. Là, là, aujourd'hui, tu peux aller bien loin, mais dans le temps. Ouais. Puis après ça, oui, tu as raison que les cassettes VHS, quand on commençait à en avoir, puis nous autres, c'était d'aller en Floride. Quand tu allais en Floride, là, tu voyais les tops, puis la vraie affaire, Barbana, tous ces gars-là. Là, c'est là que ça nous allumait vraiment. Oui. Non, ça, c'est sûr, c'est que tu avais accès à ces gars-là. Tu allais à Chrome, puis là, ils étaient tous là. Puis là, comme tu disais, tu voyais qui c'est qui s'entraînait le plus fort, puis tout ça. Puis, hey, Chrome, c'est-tu une track de merde? Ben oui, c'est ça. Non, c'était un pit motivé pour aller là. Oui, c'était un pit de sable. C'était un pit de sable, mais c'était chaud. Ah ouais, écoute, c'était humide, c'était poussiéreux. Mais c'était dangereux. C'était dangereux. Ouais, en plus que c'était dangereux. Comme si c'était pas déjà assez dangereux de même, tu sais. Hey, c'était la seule place qu'on avait. Non, c'est ça. Mais je veux qu'on parle de ça, justement, parce que tout le côté préparation, OK, pour être un pilote de motocross, puis aller aux courses, puis tout ça, puis... Tu sais, moi, j'ai vu un peu je t'ai vu un peu aller, puis j'ai vu un peu ton setup.
Puis, tu as vraiment levé le niveau côté préparation comme il avait jamais été levé avant toi. Puis, tu avais vraiment un setup professionnel, une espèce de programme qui était vraiment style factory avec le box van, tout fini, le mécano, la track, le garage. Tu avais un fichu de setup de pro qui, même, puis ça, je dis à Andréane, je dis même aujourd'hui, il n'y a personne qui fait ça. Mais je pense que tu te donnais les outils pour performer puis gagner finalement. Tu avais des bikes à pu finir, je me rappelle, tu avais genre 6 bikes, des CR. Oui, il brisait tout, il l'a dit. Non, mais je sais, il passait au travers. Ben oui, je sais bien, mais tu sais, et tout ce qu'il avait besoin, il l'avait, tu comprends? Mais tu t'avais peut-être donné ces outils-là finalement pour performer, puis tu avais réinvesti, je pense, beaucoup dans ta carrière, ce qu'aujourd'hui, je trouve les pilotes font moins. Là, ça se peut-tu? Oui, je vais faire attention, je fais des comparaisons avec aujourd'hui, là, mais c'est vrai que, mettons, les années 82, 3, 4, écoute, mon père m'achetait une ou deux motos, puis bon, oui, je les détruisais, fait que je finissais à la fin de l'année, oublie ça, là, ceux qui achetaient mes bikes, là. Il y avait des beaux stickers dessus, il y avait le numéro, mais pour le reste, c'était tout. Puis c'est vrai que quand j'ai commencé à avoir du sport Honda, je te dirais 85, surtout 85, 6, on avait des motos, puis dans le temps, c'était le deal 50% payable à la fin de l'année. C'était comme une forme de salaire. Ils nous donnaient des contingents, toutes sortes de choses avec ça. Puis on avait un budget de pièces. Mais quand j'ai commencé à avoir des motos, moi, avoir une moto là, rendue au milieu de l'année qui était complètement détruite, c'est plus le fun. C'est quoi 2 temps là, quand tout branle partout, là, ça devient moins motivant. Fait que quand j'ai commencé à avoir du support davantage, ça a monté jusqu'à en 91, j'ai eu 12 motos, puis j'avais les motos, il y avait les essais Honda dans le temps. Fait que quand il y avait les essais Honda, là, je te brûlais les motos de l'essai Honda. Fait que, moi, tant qu'il y avait des motos, je roulais. Ouais. Fait que tu passais 12 motos dans une été? J'ai eu 7 CR 250 91, la meilleure année, là, tu sais. 3 CR 125 puis 2 CR 500. J'ai jamais roulé à 500 aussi, là, tu sais. Fait que c'est l'année que j'en ai eu le plus. Puis les 250 jusqu'au dernier, là, j'ai été blessé en ça, là, mais je peux te dire qu'avant puis après, là, en fin de l'année, là, j'avais pas 4 bicycles 9 là, j'ai tout roulé. Mais toi, ça faisait partie de ton plan, finalement, de monter ce setup-là avec ton mécano, avec ta race shop, tout ça, pour vraiment te donner les outils pour finalement arriver à une coche plus préparée que tout le monde. Je te parle de matériel, là, mais tu sais, ce que j'avais fait, mon père, il y avait un entrepôt au bout de l'usine familiale. Puis c'est probablement là que tu es venu, là. Ben moi, j'ai pas été, mais mon frère, il avait été à l'époque faire un VHS pour son école, puis je t'en avais déjà parlé, je pense. Il était venu faire un espèce de petit reportage, c'était un projet d'école qu'il avait à faire avec 2 autres de ses chums, puis il avait filmé justement ta race shop, les Sea-Doo, écoute, c'était un dreamland, là, ton affaire, c'était Rick Johnson en Californie, mais à Drummondville, là, tu sais, les bicycles à pu finir, le box van, le bateau, le Sea-Doo, la track à côté. Moi, c'est ça que je te parle. C'est ça qui m'a. Le setup que tu as là, c'était une vieille école que mon père avait achetée au bout de l'usine. Tu as pu mettre de la matière première de fenêtre. Mais là, au fil des années, c'est un peu moi qui s'en ai accaparé. Je rentrais le cube dedans. Ouais. Mon père m'a fait un appartement en haut. C'est genre, c'est vrai, regarde, puis, en bas de ça, il y avait tout mon setup. Il y avait un basket dans le garage. Il y avait le bateau de mon frère qui était là, parce que c'était pas mon bateau. Puis, il y avait tous nos bébés. Même les motos de Honda qu'il y avait pour le laisser Honda, on les mettait toutes là. À un moment donné, il y a des années, c'était épouvantable. Puis, le gym était en biais. Je pouvais marcher parce que c'était une des artères principales à Drummondville. Puis, il y avait un gym. Pas loin. Fait que là, je marchais au gym, je revenais. Le bike qui se fait préparer, le mécanicien, bang, j'allais rouler. T'sais, à part du lundi que j'étais magané, là, des ampoules, puis t'étais raqué la fin de semaine. Après, c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je roulais tout le temps. Puis quand je revenais à la fin aussi, j'avais eu un mountain bike, je partais, la piste était à 31-32 km. Fallait que je revienne en moins d'1 heure. Fait que le but, c'est que je faisais mes hits là. Mon mécano, il me laissait là, il dit ciao bye, puis je te vois dans moins d'1 heure. Fait que là, je coupais toutes les rues en ville. Là, j'avais pas un beau vélo de route. Là, j'avais un mountain bike et les pneus, on soufflait bien dur. Puis, écoute, moi, c'était une course marrante, pas de casse, la calette à l'envers. Le but, c'était de me rendre à la shop. Là, le mécano disait moins d'1 heure, parfait, good job. Fait que, oui, j'avais ça, j'avais le gym, j'ai eu des bons mécaniciens qui ont tout le temps été des passionnés. J'avais le Cube Van. Tu sais, le Cube Van, aujourd'hui, c'est pas un big deal. Aujourd'hui, tu as vu le setup. Mais dans le temps, moi, j'étais heureux, mon Cube Van. J'avais 6 billets
pour dormir en avant. C'était un lit 2 étages, moi puis le mécano. Puis là, tu avais un petit frigidaire, puis tu avais ta place debout, puis tu avais le petit spoiler en avant. Là. Puis on rangeait ça, puis là, j'avais, écoute, sur 16 pieds, j'avais 10 pieds en arrière. Oui, mais dans le temps, c'était heureux. Ben oui, mais c'était le Setup Factory dans le temps. Là. C'est vrai. C'était vraiment ça. Puis moi, ça m'avait marqué à quel point tu avais poussé ça comme personne d'autre dans le temps. Wow, le setup qui s'est fait, ça a l'air écœurant. Mais j'imitais ce qu'on voyait aux États. Tu sais, quand on est aux États, nous autres, on voyait ce qu'il y avait là. Ben, c'est ça que je me disais, moi aussi. Dans ces années-là. C'est ça que je me disais, moi aussi. Ça me faisait penser à ça. Totalement. Moi, toi, tu pensais que j'étais seul au monde. Moi, j'avais vu ça l'autre bord. Je n'avais pas réinventé la roue. J'avais imité ce que j'avais vu aux États. C'est vrai. Oui. Puis le seul autre que j'ai vu faire réinvestir autant dans sa carrière, c'est Jean-Sébastien Roy. Tout à fait. En temps, en énergie, écoute. Puis c'est vrai, Jean, dans les années, tu sais, qu'au Canada, quand il était rendu qu'il dominait au Canada, il n'y avait plus de budget. Puis au moment où j'ai arrêté, c'était vraiment ça. Ça faisait 2 ans, là, tu sais, que j'avais eu 91, 10, 11, 12, même 13, on avait eu un popé, mais en 2013, ça a vu le début de la chute des budgets. Puis 94, j'ai abouti avec un dealer Suzuki. Suzuki aide un peu, mais pas beaucoup. Quand a fait 94, j'ai dit, oublie ça, là, tu sais, ce que j'ai ramassé. Je l'ai réinvesti beaucoup, mais tu sais, je ne mettrais pas tout ce que j'avais à recommencer ça. J'ai rendu à 24 ans, tu sais. Puis là, la dernière année, à 95, c'était un dealer en Ontario. Il m'a donné 5 bikes. Puis c'est la dernière année que j'ai faite. Mais Jean-Sébastien, lui, tu sais, 96, tu sais, 97, lui, écoute, il a repoté, là, tu sais, beaucoup. Puis après ça, il est revenu dans les années que les budgets, il y a eu le deuxième souffle des budgets au Canada avec les salaires et les gros setups. Oui, c'était des années un peu plus difficiles. Mais est-ce que ça prend de l'argent? Excuse Ben, est-ce que ça prend de l'argent pour être bon en motocross? Parce que je t'écoute parler, puis c'est un peu ça qui est revenu avec plein d'autres mondes à qui qu'on a parlé, les commanditaires, le support des brands de moto. J'ai l'impression que, puis moi, d'un œil externe, si j'avais envie, mettons, de faire du motocross puis de devenir bonne, c'est peut-être quelque chose qui me ferait peur parce que je me dirais, Colin, ça coûte cher, tu sais, si t'es pas commandité par une grosse business ou par Honda, pas Toyota, ils font pas des motos, mais whatever, c'est quasiment impossible. Ben, c'est clair. Est-ce que c'est vrai ou? Oui, évidemment, ça prend du budget, mais tu sais, celui qui pouvait réussir, c'était le premier. Le deuxième, puis après, là, il n'y avait plus grand-chose. 1, 2, parce que 2, tu peux battre le 1, mettons le 3, tu sais, l'année que Jean-Sébastien, Ross, moi, mettons, tu sais, 1, 2, 3, là, mais après ça, il n'y avait pas grand-chose à faire. Fait que, tu sais, c'est une excuse facile de dire, hey, oublie ça, j'avais pas d'argent, c'est pour ça que j'ai pas réussi. Mais tu sais, c'était assez motivé, là. Quand tu as une poubelle, puis ton bike est scrap, ben, tu vas quand même le rouler, tu sais, peu importe. Puis, tu sais, tu peux compenser en entraînement en faisant plein de choses, tu sais. Puis, à un moment donné, si tu viens que tu es assez motivé, tu réussis, ben, l'année suivante, quand c'est le temps de distribuer le budget, ben, tu es le premier qui va passer ou le deuxième, tu sais. Puis, on a travaillé beaucoup aussi pour avoir un outside sponsorship, là, tu sais, de Texaco, je dis outside parce que c'est connu comme ça, mais un commanditaire autre que dans le domaine de la moto. J'avais commencé avec Texaco, puis évidemment, j'avais imité Jeff Sherwall qui avait la batte, puis dans le temps, je pense pas que Jeff Glass, il y avait quoi encore, mais tu sais, c'est vraiment Jeff Sherwall avec la batte et Doug Hoover avec SO. Fait que nous autres, on a pris, hey, regarde, puis dans ce temps-là, quelques années après, tu avais eu le Team Tide avec Chris Morgan, que tu connais très bien, Benoît. Fait que, tu sais, dans ces années-là, il fallait être créatif, là, tu sais. J'ai fait des t-shirts qu'on vendait toute fin de semaine. On a essayé de faire une mini-business de ce qu'on avait, là, tu sais. Ah, mais c'est cool, Carl. Faut que tu nous parles de ton deal. Écoute, le deal, ça, je disais à Andréane, quel commanditaire avoir, pareil, une compagnie de gaz. Tu sais, aujourd'hui, on regarde ça, on fait wow, ça n'arrivera pas dans 100 ans, mais écoute, tu as réussi à aller chercher SO, quand même, dans les années 90, c'était assez exceptionnel. Conte-nous ça, comment ça s'est fait? Là? Ben oui! Écoute, comme je t'ai dit, on a vu ce qui se faisait ailleurs, fait que j'avais une bonne commandite d'Honda, fait qu'on disait, ben, puis c'est un peu ce que le premier, tu sais, j'étais au bon moment à bonne place parce qu'il y avait un gars chez Texaco quand on a monté notre dossier qui s'appelle Carl Bernier. Puis Carl Bernier, lui, il connaissait quelqu'un chez Honda, puis tu sais, par la bande, il se disait, si Honda investit dans ce pilote-là, parce que, tu sais, les entreprises, d'habitude, ils commanditent pas une personne, ils commandent un groupe, un événement, une équipe. Tu sais, bêter sur une personne. C'est rare. Tu sais, ils se disaient,
sais, what's in it for me, là, qu'est-ce que je vais avoir en retour? Fait que là, on disait, ma mère, elle m'aidait à monter les dossiers de commandite. Mon père travaillait comme un fou. Mon frère m'a aidé beaucoup là-dedans. Mon frère Pierre m'a aidé quand on est allé chez Texaco. Quand on a finalement réussi à avoir un rendez-vous, tu sais, des CV, là, puis des demandes de commandite, on a envoyé ça partout, là, tu sais. Puis à un moment donné, Texaco, oui, avoir une rencontre. Fait que là, c'est Carl Bernier qui a vu passer ça. Il avait déjà fait de la moto. Fait que, tu sais, c'est toute une question de timing. Lui, il avait appelé dans le temps Jean-Pierre Paquette chez Honda Boucherville. T'es pas trop loin, là. Tu sais, lui, il était en jeu à Boucherville, parle pas de Jean-Pierre Paquette, m'avait au bout, maudit bon athlète, puis tout ça. Fait qu'il se disait, si Honda en met, Texaco pas en mettre. Fait qu'on a commencé avec un petit budget. Quand on est arrivé, mon frère, tu sais, ma mère nous avait fait toutes les belles petites lettres, puis tout ça, le montage. Puis, tu sais, mon frère était plus vieux, et moi, écoute, j'avais 18 ans, mon frère 5 ans plus vieux que moi, tu sais. On a bien vendu notre salade, faut croire, parce que ça a marché. Puis je me rappelle que Carl Bernier nous avait dit, ce que vous saviez pas dans la salle d'attente, le 10-15 minutes, la fille, elle vous a tout enregistré ce que vous disiez, comment vous êtes au naturel. Fait que, tu sais, juste te dire que, tu sais, mettons qu'on a arrêté des cabochons, on a arrêté un paquet de niaiseries, mais tu sais, on a arrêté petit godrette, corpo. Ben, corpo de ce qu'on savait. Jusqu'au bout, jusque dans la salle d'attente. Ouais, c'est ça. Ouais, wow. Mais tu sais, de nos jours, les gens vont aller regarder sur les réseaux sociaux pour un peu voir la vibe des personnes. Mais tu sais, dans le temps, mesuré par ça fait du sens. Ouais. C'est drôle, mais cool. Le nombre de followers. Fait que là, après ça, on est rentré là, puis ça a commencé pas avec un si gros montant, si je pense aujourd'hui, mais dans ce temps-là, nous on était wow, tu sais. Fait que là, je suis engagé un mécanicien avec ce budget-là. Puis tu sais, ça nous a aidé là-dedans. Puis après ça l'a monté pas mal vite. Ça a monté vraiment surpris. Là. Je ne suis pas là pour pitcher des chiffres, là, mais c'était surprenant. Les bonus, tout ce qu'on avait, là, c'était impressionnant. J'ai regardé le contrat l'année passée, là, dans mes vieux papiers. Là, tu regardes, wow, tu regardes celui d'Honda. Là, j'étais vraiment mardeux. Là, tu sais. Très. Écoute, non, tu me l'avais déjà connu dans ce temps-là. Est-ce que c'est à la fin de l'année, à la fin de l'année, il mesurait Texaco le dossier, le portfolio d'articles de journal. Moi, j'avais à l'air, écoute, c'est quoi son nom? Pierre Lecourt et à l'air à Québec, Jean le Québec. Puis, eux autres me disaient, si tu m'appelles à tous les fins de semaine, que ça allait mal ou que ça allait bien, je veux que tu me fasses un suivi, puis on va te suivre tout le temps. Fait tu sais, tu avais une photo, puis tu sais, il était vraiment cool dans ce temps-là, Vallée-Jonction, Poignet. Le Jean de Québec, là, il parlait vraiment beaucoup. Puis avec le Super Motocross à Montréal, puis à Loco, tu sais, il faisait un build-up de l'année. Fait que tu sais, t'arrivais à la fin de l'année chez SO Texaco, eux autres, ils mesuraient, ils disaient, bon, cette première page-là d'un sport, puis tu sais, une année au stade, on a eu une première page. Pour eux autres, ça valait beaucoup plus que ce qu'ils me donnaient. Fait que tout simplement, ils mesuraient leur rentabilité sur ce que je leur ramenais avec l'image de Texaco ou SO dans les journaux. Essentiellement, ça n'était que ça. Très hâte. Très. OK, moi, j'ai une question de fille qui me brûle les lèvres. Ouais. C'est vraiment pas pour rien t'enlever du côté compétences motocross, mais tu sais, on se le cachera pas, t'es un beau gars, t'attirais des gens qui se foutaient complètement du motocross, qui voulaient juste voir toi. Mettons que t'avais été un pichou, penses-tu que t'aurais eu la même visibilité dans les médias puis la même carrière? Honnêtement, là. On va se le dire. Moi, je savais t'étais qui sans savoir t'étais qui. Tu sais, comme Carl Vaillancourt, je sais c'est qui, mais... Où c'est que ça s'en va, cette affaire-là? Où c'est que ça s'en va? Hey, Carl, je vais te laisser le temps de penser. Okay? Bien préparer ta réponse. On va s'en aller à la chronique Pantera Motorsports avec Sébastien Monplaisir. Et tout de suite après, on a la réponse de Carl. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette dernière chronique de la saison présenté par les moteurs Pantera pour le podcast de Ben Milo, le podcast MotoX. Ça a été un plaisir de faire cette aventure avec Ben, puis on se prépare là, très prochainement des nouveaux projets à vous présenter. C'est très plaisant pour moi de partager avec vous un petit peu mes connaissances sur la mécanique, sur le sport, sur le sujet qui vous intéresse le plus. Dans une autre chronique, on a parlé des différences entre les moteurs 4 temps et les moteurs 2 temps. Ça a suscité quand même un bel intérêt. Puis c'est un sujet qui est revenu beaucoup aussi dans la chronique de Ben avec ses invités, puisque bon, la plupart de ses invités avaient grandi comme on disait, dans l'ère du 2 temps vers le 4 temps, dans la transition, dans les différences entre les deux. Donc on avait envie de creuser un petit peu plus le sujet puis de vous faire comprendre encore mieux les différences.
Quelque chose qu'on entend souvent, bon, on a parlé dans notre chronique de si on veut, la linéarité de puissance du moteur 4 temps qui le rend peut-être un petit peu plus facile à piloter, malgré là, les côtés un petit peu plus complexes de ce type de technologie-là. Un commentaire que j'entends aussi souvent, c'est le 4 temps semble mieux transmettre la puissance au sol. Donc, je voulais un petit peu vous démystifier le pourquoi de la chose, quel phénomène fait qu'on a cette impression-là. Puis je vous ai préparé un petit graphique, là, même pour que vous compreniez mieux. Pour les gens qui nous écoutent en audio, je vous le résume super rapidement. J'ai ici un graphique de l'efficacité d'un pneu en lien avec le pourcentage de glissement du pneu par rapport au sol. Le graphique montre une genre de montagne russe en début de glissement, puis se stabilise là, en ligne droite vers le 100% et plus de glissement. Ce phénomène-là s'applique sur tout type de pneumatique, en fait, avec votre voiture, VTT, sur l'asphalte, sur la terre. C'est tout le temps le même phénomène qui se produit. Ce qu'on veut dire par là, ben, comme vous voyez, c'est que passé un certain pourcentage de dérapage, le pneu va perdre de l'efficacité quand même significativement, mais va se stabiliser pour être aussi efficace à 50%, 100% de glissement, 200%. Ça, c'est la zone dans laquelle travaillent, exemple, les voitures de drift. Comme vous voyez, c'est tellement stable, c'est ça qui leur permet d'avoir un contrôle, peu importe le glissement de la roue, puis d'avoir une zone là, facile à contrôler. Les Formule 1, les choses de plus haute performance vont vraiment se tenir sur la pointe de la courbe à l'efficacité maximum du ratio de glissement du pneu. Pourquoi je vous parle de ça? Bien, c'est un peu ce phénomène-là qui se produit avec le moteur 4 temps sur vos motocross, sur vos VTT. C'est que, comme on a parlé, le moteur 4 temps produit une explosion aux 2 tours. Il va produire une livraison de puissance un petit peu plus saccadée, moins brutale que le moteur 2 temps qui martèle à tous les tours. Ça va permettre au 4 temps de plus facilement se maintenir dans la zone d'efficacité de la traction, du glissement de la roue de votre moto et donc d'être plus efficace, comme on dit, de transmettre la puissance au sol mieux, comme les gens vont le dire souvent. Donc, c'est un petit peu ça qui se produit. Malheureusement, le 2 temps, comme je vous dis, souvent va être beaucoup plus brutal, beaucoup plus puissant, puis il va passer cette zone-là rapidement, puis il va se retrouver dans la zone de glissement qui fonctionne, même une moins grande efficacité. Donc, on a dans la zone environ de 10 à 20% de glissement de la roue. C'est souvent là qu'on va trouver l'efficacité maximum qui va nous permettre de transmettre au sol la puissance générée par le moteur. Je trouve que ce sujet est super intéressant à parler aussi parce que c'est tout le temps quelque chose qu'on a en tête là, au niveau design. Même dans le nouveau moteur Pantera qui s'en vient à la fin de l'année 2022, on a travaillé énormément fort à se dire comment on peut recréer un peu ce phénomène-là dans les gros 2 temps. C'est ce qui est le point plaisant en fait des grosses cylindrées 2 temps, c'est qu'on peut générer beaucoup de couples à très bas RPM. Donc, on va aller chercher un peu ce même phénomène-là parce que si on a une explosion à tous les 2 tours à 600, à 6000, exemple, rotations par minute, on va créer le même effet saccadé qu'un 4 temps qui tourne à 10 000, 12 000. Bon, il y en a même qui tournent jusqu'à 14 000 maintenant. Là. Ça va avoir à peu près le même phénomène. On a également aussi travaillé super fort à peut-être sacrifier un petit peu de pic puissance, qu'on pourrait dire, là, de puissance de pointe pour élargir la bande de puissance et être beaucoup plus linéaire, beaucoup plus malléable. Puis on a super hâte de vous présenter ce produit-là de haute performance, là, fine pointe de la technologie à la fin de l'année. Donc, si vous avez des questions encore pour qu'on creuse le sujet un petit peu plus, ça va me faire plaisir de vous répondre personnellement. Encore une fois, comme je vous disais, c'est tout pour les chroniques pour cette année. On se revoit pour de nouveaux projets et de nouvelles explications. Au revoir. De retour dans le podcast MotoX avec notre invité de la semaine, Carl Vaillancourt. Et là, Carl, Andréane t'a mis on the spot, comme on peut dire, je suis avant d'aller à la pause. Ça a été vraiment long ta pause en passant. Hein? Ben écoute, je suis sûr que tu as réfléchi puis tu es arrivé avec une réponse. Le comment, du pourquoi. Bon, toute cette visibilité, est-ce seulement à cause du motocross? Écoute, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Tu me donnes un super de beau compliment que j'apprécie, mais moi, j'ose espérer que c'était mes performances. J'aurais été bon un pichou. Je sais pas, moi, là. Je suis qui pour répondre? Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que, puis, tu sais, on l'a dit un peu, tu sais, bon, aujourd'hui, on va regarder avec les nombres de followers, mettons, sur les réseaux sociaux. Mais dans le temps, ça n'existait pas. Fait que
j'ai comme l'impression que tu t'es un peu bâti pas un personnage, mais tu sais, les gens allaient te voir, t'avais des fans, mais ils allaient pas juste te voir pour tes capacités de moto, tu sais, t'avais l'air sympathique, t'avais une belle gueule, fait que les gens avaient envie d'aller te voir, oui, pour te voir rouler, mais oui, pour voir Carl Vaillancourt. Je vais faire une comparaison un peu boboche, là, mais tu sais, mettons, Nick Carter, là, moi, je tripais dessus parce qu'il chantait bien, mais parce qu'il était cute aussi, tu sais, c'est comme un 2 pour 1. Non, mais Carl non, mais t'as touché un point, là, puis Carl, il y avait un personnage, puis c'est vrai, puis, tu sais, le personnage, c'était Carl Vaillancourt, c'était ça, c'était le box van, c'était les couleurs fluo, c'était tout le package qui était comme complètement 2 steps plus loin que tout le monde. Puis quand que Carl était là, ben on voulait savoir. On voulait voir Carl, qu'est-ce qu'il dit, on voulait voir Carl. Bon, je pense que ça fait un peu partie de la recette finalement. Là. Ben, en bout de ligne, c'était tout le temps un retour sur mes commanditaires. Je me devais de bien les représenter. Là, je tripais tellement, puis je voulais faire. Ben, je faisais ma vie avec ça, mais je gagnais mon salaire avec ça. Là, si je faisais une bonne job, les promoteurs voulaient me voir la compétition. Puis oui, quand on a commencé à faire les t-shirts, les posters, les commanditaires, tu te crées un build-up comme ça, tu deviens un centre d'intérêt. Je gagnais en plus, puis je voulais plus de commanditaires. Fait que quand tu as un commanditaire, il faut que je t'ai t'es qui, là, tu sais. Aujourd'hui, il va voir sur les médias sociaux, même s'il ne te connaît pas, il dit il est big, il est pas big, mais dans le temps, il fallait qu'il n'entende parler. Fait que, je me faisais un devoir de tout le temps être vu et connu. Puis à un moment donné, j'ai commencé à demander aussi aux promoteurs des start money. Fait que là, j'ai dit, hey, gang, je dis là, tu me tapisses dans le journal au complet. Puis moi, je vais me pointer là, je fais le show, puis là, tu vois 5-6 000 personnes, puis c'était pas rare, là, tu sais. Puis à un moment donné, ben, j'ai commencé à recevoir ça tous les week-ends, plus mes bourses, tu sais, puis j'avais mon mécano à payer, tu sais, j'avais quand même beaucoup de dépenses là-dedans. Mes parents m'ont supporté, évidemment, fait des années, mais à un moment donné, quand je faisais ça full-time, la raison de faire ça full-time, il fallait bien que je rapporte des revenus. Puis moi, il fallait que je compétitionne à tous les fins de semaine. Evencourt, je m'en foutais où c'était, puis quand j'étais off, il fallait que je me tienne sharp, j'allais en Nouvelle-Angleterre, j'allais courir là-bas, parce que je voulais être sûr de torcher tout le monde au Canada puis au Québec. Fait que, tu sais, quand ça fait 125, 250, 500, dans les provinciales, j'avais fait un arrêt de classe le vendredi soir, puis probablement le samedi soir. Puis là, dimanche matin, quand tout le monde était venu, ben moi, j'y allais à la provinciale suivante. Fait que, tu sais, des fois, je disais, le pire, c'était 3 courses la même fin de semaine. Aïe. Le dimanche soir, j'étais tranquille. Je perdais 10 livres une journée de course. 10 livres de masse. On comprend pourquoi tu cherches le monde quand tu vas sur la track, voyons. Toi, t'étais partout. Non, c'est ça, exact. Mais j'étais pas là pour égorger les promoteurs, mais tu sais, s'ils faisaient bien, je faisais bien. Fait que, tu sais, j'avais ce petit côté-là, business que j'ai développé, là. C'était win-win pour tout le monde, mais j'ai parlé de couple de personnes, puis tout le monde avait la même chose à dire sur toi, c'était que tu étais le gars qui parlait au plus de journalistes, qui était tout le temps présent à toutes les conférences de presse, que ce soit à Québec, Montréal, Rivière-du-Loup. Tu te déplaçais plus que n'importe quel autre pilote pour être présent, pour être visible finalement dans les médias. Là. Ben oui, puis tu sais, c'est comme ça que tu récoltes là, le fruit de tes efforts. Puis tu sais, je parlais tantôt, j'avais Pierre Lecault à l'air, j'avais aussi Gilles Boursier de la presse, tu sais, fait que j'avais réussi à créer ça, puis c'était bon le motocross. Je pense que ça l'a fait grandir l'intérêt pour le motocross beaucoup. Puis le point ultime était tout le temps le super motocross au stade. Fait que tu sais, tout ça ensemble, quand j'ai réussi à faire un bon build-up, et j'ai donné un beau coup, puis regarde, je suis fier de ce que j'ai fait, puis après ça, ben, il y en a d'autres qui ont pris le flambeau, mais j'ai fait ce que je pouvais dans le temps que j'étais à mon top niveau, là. Andréane, si Carl avait eu sa carrière aujourd'hui, il aurait été un pilote / très bon influenceur, je pense. C'est ça, j'allais dire, ça aurait été un influenceur. Écoute, parce qu'il sait se marketer, il sait faire sa mise en marché vraiment bien. Je pense que moi, je trouve ça super intéressant parce que souvent, on oublie ça, mais les athlètes, c'est aussi des business en soi. Puis oui, les performances sportives sont importantes, mais je pense de plus en plus, la façon dont on se présente puis on se market pour nos commanditaires, c'est important, tu sais. Je pense pas que ça soit nécessairement le meilleur qui fait le plus d'argent. Tu sais, le deuxième, s'il est très, très bon en marketing, ça se peut qu'il fasse plus de cash que le premier, tu sais.
Tout à fait. Tu sais, nous autres, dans le temps, je donne l'exemple encore d'André Agassi, puis je portais les petites shorts d'André Agassi avec le petit skin rose là, qui était en mode. Là. André Agassi, c'était pas le numéro 1. Il est devenu bon. Mais à un moment donné, c'est celui qui se vendait le mieux, c'est celui que tout le monde aimait. Tu sais, moi, dans le temps, je me mesurais par mes performances. Je ne gagne pas, tu sais. Je suis pas un dos, oublie ça, il n'y a rien à faire. Mais aujourd'hui, un influenceur de ce que j'en connais, vous le savez certainement beaucoup plus que moi. Tu n'es pas obligé de gagner un titre, quoi que ce soit. Vous pourriez m'en parler davantage, mais ceux qui sont très reconnus, sont cool, ils ont du fun, ils ont une belle image, beau rythme de vie, ils font les choses, c'est des gens qui marchent droit. T'en as des deux côtés aussi, probablement. Là. Les influenceurs, t'es pas obligé d'être le champion de quoi que ce soit. C'est pas lui qui a le plus d'abonnés qui va nécessairement être le meilleur. Mais je comprends que c'est ça. Tout à fait. En tout cas, c'est la question, je la retourne à vous autres plus. Là, non, mais absolument, c'est exactement ça. Mais Carl savait se mettre en valeur puis faire justement sa promotion pour son marketing. Écoute, tu t'avais ramassé à Adlib en 91, comme le gros talk show. Je pense que tu as vraiment fait la trail, je pense, pour tous les autres qui ont suivi, en justement amenant le spotlight sur le sport. Ultimement, c'est que tu amenais de la visibilité sur le sport, pas juste sur toi. Là, je pense que ça l'a aidé beaucoup après ceux qui ont suivi, Alexandre Langevin, Marco Dubé, Jean-Sébastien Roy. Et toi aussi, Ben. Oui, moi aussi, je me mets là-dedans, mais ça a beaucoup aidé la job que tu as faite, je pense. Tu as vraiment réussi à te positionner comme ça, comme le gars de motocross à l'époque, puis d'amener justement les médias mainstream à parler du sport. Là, je faisais les concours de saut, le début de oui. C'est ça, tu sais. Écoute, je t'attendais. Non, mais Carl, il faut en parler. Je dis ça, je dis Andréane. Je dis Carl, là, c'est le premier freestyler au Québec, avant même que le freestyle soit un sport. Tu sais, on a commencé le concours de saut, des fois, j'en avais rien à cirer, là, mais tu sais, c'est une autre affaire à gagner, là, tu sais, c'est une autre affaire que le monde était intéressé, mais là, tu sais, je pratiquais pas ça durant, quand je roulais à la semaine, j'aimais ça faire des whips, là, mais tu sais, j'ai pas amené ça au niveau que vous aviez, mais tu sais, c'était quelque chose qui était cool, il était quasiment, tu sais, en bout de ligne, moi, je voulais gagner en finale d'une course, mais je pense que les gens tripaient, il y a une partie des gens qui tripaient plus, autant sinon plus, sur les concours de saut, là, tu sais. On avait des sauts à chier, des bouts, là. Ils nous mettaient des petits plateaux mal faits, là, dans le parking en arrière, puis ils s'attendaient à faire un gros crosset. OK, j'ai de la misère à terrer la descente. T'as fait ça. T'en rappelles-tu? L'exemple te donne au stade, quand il y a un gars qui s'était cassé le fémur, là, à la conférence de presse. T'étais-tu là? Ça devait être en 89. Il avait fait un saut mou avec des slots, puis là, il voulait vendre l'événement, puis il a dit, pitchez-vous, faites des sauts. Hey, Chris, comment? On me tuer, là, tu sais. Puis il y en a un moment donné qui l'a essayé, il s'est planté aussi. Puis à un moment donné aussi, il y avait un événement, c'est les carnavals comme lequel tu m'as invité il y a quelques années à Trois-Rivières. Moi, j'ai fait... Les expos, Les expos. J'ai fait l'expo à Drummondville, le promoteur d'Alverton à l'époque, c'était deux de mes chums, là, tu sais. Puis ils voulaient vendre l'événement. Moi, j'ai passé la semaine, j'allais m'entraîner le jour, j'ai repogné mon bike à 5h30, 6h, puis j'allais faire 2 shows de 15-20 minutes de whip. Fait que là, je tourne en rond, j'ai fait un double, puis j'allais fesser le burn, puis là, c'était un gros trailer. Parce que là, j'avais demandé au gars, j'avais des gars, faites-moi pas une cochonnerie, là, tu sais. Puis là, tu peux faire des beaux whips. Là. Fait que toute la semaine, j'ai comme un show de cirque, là. On va le film là-bas qui fait des whips, le Vaillancourt, là, tu sais. Il est brûlé, mais va le voir. C'est drôle, bien drôle. Andréane, Carl, je savais même pas qu'il avait fait ses propres spectacles de freestyle encore là, avant même que ça existe. C'est l'ancêtre du Miloland. C'est l'ancêtre du Miloland. T'avais ton show de freestyle dans des expos agricoles avant même 20 ans avant nous autres, finalement. Mais 93 qu'on a fait ça, là. Mais ça avait été bon, là, tu sais. Puis cette compétition-là avait quand même attiré beaucoup de monde. C'est le provincial, mais tu sais, ça pognait, là. Mais tu sais, pour le vrai, pour l'époque, pour le temps, c'était vraiment cool ce que tu faisais. Les figures que tu avais, les super beaux knack-knack, les can-can, les whips et tout ça. Tu dis, OK, gars, je vais avoir du fun, je vais le pratiquer un peu, puis ça arrive quand même assez facilement, fait que j'y vais, puis j'en fais, parce que tu sais, les concours de saut dans les courses d'Arena Cross, à Saint-Tite, au stade, il y en avait tout le temps. Tu étais tout le temps là, tu étais tout le temps présent, t'en faisais tout le temps, là. C'est vrai que Knack-Knack, Can-Can, quand j'allais dans les supercross, je voyais ma gratte faire ça, j'étais comme... Oui. Il faisait ça, c'est trip, là. Pas tout le temps des courses jusqu'à gagner à la fin. Puis celle-là, je t'avoue que... Tu sais, l'hiver 94, Orlando, quand on avait entendu par la bande qui faisait ça, puis là, quand je l'ai vu dans les pratiques, j'étais comme... Boy, tu sais. Puis celle-là, je l'ai pratiquée, par exemple.
Ça c'est vrai. Mais tu sais, j'avais peur de. Tu sais, il fallait que tu passes la moto. Au début, on faisait. Mike Tredoil, il m'écœurait. Tu fais pas des nac-nac, tu fais des ninac. Ninac, c'est que tu fais juste pogner ton genou, le bord. Faisait pas complètement. Fait que ça, je l'ai travaillé plus. Tu sais, les heel clickers, tu le sais plus que moi, là, tu sais. Ça, je suis pas si pire que ça. Mais pour moi, en tout cas, faire un nac-nac, tu sais, vraiment pitcher le bicycle, passer la jambe de l'autre bord, là, c'était fatigant, là, tu sais. Ouais. Tu peux te faire mal, là, ben, regarde l'angevin, tu sais. Oui, j'ai déjà échappé. C'était dangereux. Fait que ça, c'est vrai, je l'ai pratiqué. Mais tu sais, c'était encore une affaire, tu sais, c'était cool. Puis, tu sais, je trippais tellement, j'étais tout le temps sur mon bike. Une chose qui m'a démarqué de beaucoup de pilotes, je faisais énormément de volume de moto. Ouais. Tu demanderas à John Nelson à la fin, là, tu sais, il dit, Sir Wall, dans le temps de budget, c'était ci. Parce que la dernière année, j'ai compétitionné, je disais, moi, je veux pas rouler des poubelles. Là. Tu sais, si je veux gagner, je veux des bons bikes, tout ça. Puis j'ai tous mes commanditaires, mais il dit, je veux pas manquer de pièces. Écoute, à la fin de l'année, il disait, encore des pistons, encore des clutches, des sprockets, qu'est-ce que tu fais? Puis il m'appelait en français, mangeur de moto. Il m'a tout appelé, là. Fait que, tu sais, à la fin, mon bike était fini à la fin de l'année, là. Mais c'est vrai que, tu sais, je m'entraînais en salle, mais entre m'entraîner en salle et faire de la moto, j'allais rouler en bike. Puis Jean-Sébastien, là, je peux pas répondre pour lui, mais je pense qu'il était pas mal pareil. Lui aussi, il roulait beaucoup, là, tu sais. Ouais, les gars, Marco Dubus en faisait beaucoup. Moi, j'étais à Joliette une fois puis en Floride, ça avec Marco, puis écoute, il s'enlignait des 3 fois 30 minutes ou 40 minutes par jour, là. C'était... écoute, wow! C'est next carrément. level. Écoute, Marco, en plus, comme si c'était pas assez difficile, il roulait en Floride avec un hoodie, avec un gilet coton ouaté. J'étais comme noir. Ça, j'ai essayé ça une couple de fois, mais non, regarde, tu sais, à un moment donné, là, tu viens brûler, tu risques de t'overtrain. Mais tu sais, regarde, tu vois ce que les gars pour s'améliorer ce qu'ils vont faire. Mais tu sais, il faisait assez chaud, t'as pas des hoodies, là, tu sais, mais bon. Ben oui, j'étais comme, mais voyons donc. En Floride, rendu au mois d'avril, oublie ça, là, t'ouvres la porte de truck, t'es crème. Ouais. Moi, tu penses que t'es dans un sauna, puis là, tu commences à t'habiller, tout colle, là. Ouais. Puis tu sais, le mécano, il est en dedans, à l'air conditionné, puis l'eau, il pisse dans le front. Ouais. Là, tu mets ton casque, et écoute, t'es déjà tout le temps, écoute, c'était fou, là. Fait que là, il y avait votre époque, Ben, qui faisait du freestyle en T-shirt, puis il y a ton époque qui faisait lui, c'était le cool, courses là, tu sais. en coton ouaté. En coton ouaté, mais non, mais c'est ça, c'est un autre air complètement, mais faut que, tu sais, j'avoue quand même que ta petite passe freestyle que tu as eue, là, je pense que ça a été bien payant pour toi, autant tu sais, monétairement, mais aussi, je pense, avec les fans et tout ça, parce que tu réussis à te démarquer encore plus, même si tu étais rapide sur la piste. Tu donnais ça au stade en 95, ta dernière course. Ouais, mais tu sais, je ne sais pas, là, vous l'avez vraiment poussé ailleurs, c'est vraiment... Oui, c'est ça. Ça déconnecté, là, tu sais, mais c'est autre chose, là, tu sais. Ça l'a évolué, tu sais, mais t'as eu quand même des bonnes courses, puis des bons concours avec Mike Jones, puis tout cette gang. Tu te rappelles ta foutue rampe, là, quand on est allé à ton parc, là? C'est vrai. On a fait un tournage. Pour mon film Invasion. Je te le dis encore, là, tu sais. Tu faisais, bon, ta rampe partie, c'est pas pire, mais pourquoi tu faisais un mur comme ça? Pourquoi tu te donnes pas un break, là? Tu n'avais pas de chance, là. C'est ça. Nous autres, on a essayé ça, c'était quoi? 60 quelques pieds, là. Ouais, le premier coup, je l'ai fait, là. Je voyais que j'arrivais pas, je venais de me taper un 450 cette année-là, là. Et que j'ai eu achevé, là, ça m'a pris, je pense, 3 mois. Et que tu as cogné, je comprends pas. Puis, tu sais, t'avais achevé Oman cette journée-là, sur le premier saut qu'il a fait. Moi, t'as failli m'achever. Il y a juste un roi qui avait offert la journée. Tu sais, t'en avais quasiment achevé 2, 1,5 sur 3, là, tu sais. Merde, de filles scraper plein de carrières. Ben oui, on a fait un petit tournage pour mon film Invasion. Puis là, on avait invité, c'est ça, Oman, JS, puis Carl. Puis là, fait que j'ai ma rampe. Puis là, les gars, check ça. Puis, tu sais, c'est pas notre approche pour faire le saut. Et pas comme les coureurs. On arrive, nous autres, tranquillement, puis on gaze fort dans la rampe. Tandis qu'un coureur, ça arrive rapidement sur le saut, puis ne veut pas, ça l'amortit un petit peu, puis ça ralentit dans le pitch du saut. Fait que là, Carl, il me regarde aller, tu sais, puis là, j'arrive bien tranquillement, puis je gaze. Mais il n'avait pas, je pense, anticipé l'énergie et la force que j'avais dans la rampe. Le timing, finalement, qui me faisait que je rebondissais vraiment de l'autre bord. Fait que là, Carl, il arrive, tu sais, pas trop vite, un peu smooth. Puis finalement, écoute, il manquait un 10 pieds. Écoute, Carl doit avoir accroché son 450 cette année-là, là, quand il a atterri dans le landing. Là. Écoute, ça a tellement... Je pense qu'il était rendu un chopper.
Ça a tellement cogné. Là. Mais t'as atterri, mais comme du mauvais bord. Ben, j'ai la roue en avant, t'es arrivé sur le dessus du saut. Puis, tu sais, avec ces maudits sauts, pas de chance, là, tu sais, c'était comme un mur. Fait que là, la roue d'arrière, j'ai comme fait un arrêt complet. Parti de, je sais pas combien de pieds que c'était. Puis j'étais en deuxième. Tu sais, je t'avais regardé, là, puis là, j'étais comme, tu sais, j'avais pas d'essai-erreur. Tu sais, là, j'ai fait l'erreur, mais ça, j'ai eu mal à la cheville, là, tu sais. Fallait que tu le pognes, puis t'es arrivé, tu sais, un peu plus loin, mais tu sais, tu pouvais pas arriver où est-ce que j'étais arrivé. C'est sûr que je suis arrivé avant, mais là, je me serais écrasé comme une crête du saut. Mais j'ai passé le devant, puis ça fait clac! Là, ça a roulé. Là, ma cheville, j'étais comme. Puis là, je voulais pas enlever ma botte parce que ça avait l'air d'un gars de boxe, là. Merci, Ben. C'était vraiment cool. Désolé. Mais le restant de la journée, au moins, là, après ça, c'était mon erreur. Puis là, j'ai pris un petit break, puis après ça, le coup d'après, j'ai sauté. Puis je voulais pas overjumper. J'avais la cheville en compote. Non, c'est ça. Mais après ça, le restant de la journée, mais là, même pas de faire des whips. Là, je l'avais juste clairé, puis c'était cool, là, mais j'avais été amoché. J'étais arrivé le soir, là, puis j'étais comme marchais comme ça. Qu'est-ce que t'as? Ah, j'ai eu du fun. J'étais allé faire la rampe chez Ben. T'sais. Non, c'était pas vraiment friendly. Non, j'avais même mieux le bac de moi, c'est que le petit 610. Ouais. Ça fait des petits cocktails. C'est vrai, t'avais fait des flips avec le CRF 110. Oui, mais dans le bac de moi, c'était le cocktail. Ouais, quand même. Arrivé aujourd'hui pour le faire sur la terre, non. Je pense pas. Je suis peut-être trop vieux, mais je pense pas qu'il voulait me rendre là. Je regarde Jones, là, comment il s'est démoli après. Là. Ouais. Mais si tu peux le faire dans le bac de mousse, tu aurais pu le faire sur la terre. Possible. Mais écoute, je suis content. I'm over it. Mais ça, c'est un beau message pour les gens qui nous regardent à la maison. Faites-le pas, même si ça a l'air facile. Comme, essayez-le pas, là. C'est ça qui est dangereux quand ça a l'air facile. C'est là qu'il faut que tu poses des questions. Quand ça a l'air trop facile, c'est parce que ça ne l'est pas, justement. Ouais. Hey, mais justement. Jones, as-tu déjà fait un vrai backflip atterri? Ça a l'air clean. Non, il est atterri sur la Non, tête. c'est ça. Hein. Ah, c'est ça. Ouais. Écoute, ça, c'est un autre sujet. Ben oui, écoute, il voulait vraiment, puis il est arrivé en Espagne pour un Red Bull X-Fighters, puis il voulait vraiment flipper, tu sais, puis il l'avait pas, là. Puis là, c'était comme un... Tu tournais dans un virage, puis tout de suite après, c'était une rampe super kicker, là, vraiment à pic, puis écoute, il a comme pogné le jump assis, il a fait ça. Flipper. Il a fait ça, puis la manière, il a arrêté. Il a arrêté, puis une autre fois, chez Pastrana aussi, que le bike a arrêté de tourner en plein milieu. Écoute, commotion. Mais il voulait le Jones, il voulait, mais ça, c'était comme... Tout le monde avait peur de lui. Je ne veux pas c'est parce que l'entrevue, mais tout le monde avait peur. Tout le monde se cassait la gueule. Ben oui, mais c'est ça. Moi, j'y ai été 2 ou 3 fois, puis à chaque fois, je me faisais mal. Une fois, j'ai cassé mon subframe, je me suis cassé une dent. L'autre fois, je me suis fait mal. Mais pourquoi? Parce que le setup n'est pas parfait ou parce que vous êtes tellement compétitif puis vous voulez tellement faire comme les autres? Poser tes limites. Je n'avais jamais fait. Le saut, attends. Tu sais, probablement que chez Pastrana, il devait être 3 fois plus long. Il fallait que tu arrives en 4 au fond, genre, tu sais, mais tu comprends que moi, faire ça, il n'y avait pas de marge de manœuvre. Puis, je sais pas, Pastrana, tu vas le savoir plus que moi, là. Ça devait tout être poussé au maximum. Si tu te rendais là, il fallait que tu pousses là. Puis, tu faisais un flip, tu en faisais 2 ou tu lâchais le bac en même temps, je ne sais pas. Là. Il y en avait encore moins de marge de manœuvre chez Pastrana. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'il est tellement à un autre niveau, Travis, que lui, tu sais, pour vrai, c'est loin d'être les meilleurs setups pour s'entraîner, mettons, qu'il y avait. Mais tu sais, il était tellement dans une autre ligue que lui, il réussissait à faire marcher ça pareil, puis il s'en sacrait un peu, puis il le faisait. Puis... Fait que là, nous autres, on arrivait là, tu sais, on était comme, ben voyons donc. Il y avait un jump dans le bois chez eux, puis ils ont jumpé dans une coulée, tu sais. Fait que là, c'est une rampe, puis là, fait que tu droppes pas mal, tu sais. Fait que il me dit, OK, le premier jump, si tu penses que tu arrives assez vite, c'est parce que tu arrives trop vite. Fait que ralentis un peu. Puis après ça, tu descendais une coulée, tu remontais après, puis après ça, il y avait un gros step-up pour monter la colline de l'autre côté, mais il fallait que tu chiffres la 3e, il fallait vraiment que tu sois sur le gaz. Puis comme de raison, il me dit, le 2e, il dit, par exemple, si lui, tu penses que tu es assez vite, c'est parce que tu n'es pas assez vite. Fait qu'il faut que tu es le plus vite. OK. Fait que là, essaye de réagir ça. Ah ouais, avec là, le premier, j'arrive, je saute le premier, que j'arrive dans la coulée, je chiffre la 3e. Et là, écoute, c'est immense cette affaire-là. Là, tu checkes ça. OK. Puis là, pour éviter de faire des slots, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis des espèces de petites lanières de tapis de rubber, ça, à la largeur d'un pneu. C'est ça. À la largeur d'un pneu, là, tu sais. Fait que là, tu t'en vas, écoute, là, c'est loin d'être parfait. Puis j'arrive, puis comme de raison, il m'en manque, tu sais. Fait que là, j'arrive en haut. Ça cogne tellement que, écoute, j'ai foiré sur mon bike, puis j'ai cassé le subframe. Juste, mon cul a cassé le subframe, donc mon kawa, là, tu seras pas surpris, Carl. Ouais, c'est ça. Mon KX250. Autre sujet. Mais mieux le subframe que toi. Non, moi, mon cul n'a pas cassé. Je me suis cassé une dent, mais pas mon cul. OK, mais
Ton cul a cassé, mais là-dedans a cassé aussi. Non, le Dans le même subprime. bout, on dirait. Le bike, on s'en fout. Mais t'as cassé le bike parce que t'es arrivé short dedans. Tu sais, tu comprends? J'ai Fait que cassé c'est ça, mon la colis. botte dedans qui te manque en avant. Ben oui, mais c'est ça. J'ai cassé mon C'est colis. ça, c'est ça. J'ai cassé Moi, mon colis de celui- 50. Ouais. Mon équivalent, qui n'était pas du niveau de Pastrana, c'était Brian Swink. Ben Moi, oui. j'ai commencé à mettre Nick Swink en 90, on le voyait, 11, puis là, il s'est bâti comme un compound, là. Ils appellent tout ça Ben oui. la mode des compounds. Là. Puis là, il y en avait une piste comme ça. Puis là, c'était tout le temps des concours comme ça. Genre de niaiserie comme ça. Essaye-les, si tu le fais, je le fais. Puis faisais ça avec tout le monde. Tu sais, des fois, t'avais Glass, des fois, t'avais Gene Nomack, puis évidemment, Treadwell, toute cette gang-là. Mais Swing était quelque chose. Là, tu sais. Ben oui, t'en parles. Mais écoute, moi, ça a été un gars que j'ai vraiment regardé aller parce que quand tu parles de talent, là, écoute, aller voir des vieux films de Moto 3X, il y avait un segment dans ce film-là, là, en Floride, justement, ça devait être chez eux. Là. Tu vois tous les arbres, les feuilles qui pendent, puis tout ça. Puis, écoute, les whips qu'il te fait, il faisait les cannes, mais dans le temps, c'était comme un des premiers. C'est ça. Mais Ça. il était tellement à un autre niveau à voir aller. Il tournait, écoute, il faisait Puis il des faisait burns. tout assis, lui. Tu sais, Ouais. moi, essayer de bouncer, là, j'ai toujours fait ça, mais lui, il l'amenait à un autre niveau. Là. Tu pognais, mettons, un triple ou ben il y avait des fois il y avait une coulée au milieu de sa piste dans le bois, il y avait un gros trou, là, puis il faisait des gros kicks avant de rentrer. Puis là, quand tu rentrais dans le trou, tu ressortais d'un autre. Là. Puis à un moment donné, nous autres, on les pognait de bout, puis on écrasait la suspension pour pre-jumper, puis essayer de clairer. Puis là, à la fin, ben, écoute, il arrivait, il s'assoyait, là, t'entendais la suspension dans le fond du subframe, croc, les grosses tires, puis là, ben, à un moment donné, tu voyais, tu sais, quand le pneu dépassait le casque à l'envers, aujourd'hui, c'est standard, là, tu sais. Les jeunes font ça en 80 quasiment, mais tu sais, dans le test, c'était hot, là. Et écoute, il était vraiment quelque chose, puis talentueux, puis écoute, on dirait que ça marchait tout le temps. Ben, Fait que il Swing, était- Swing Ouais. c'était mon Pastrana. Ouais, ben vraiment, vraiment, vraiment. Puis Swink, pour les gens qui ne le savent pas, il était venu courir au Stade olympique en 1996, l'année après toi, je pense. 16, 17, il est venu 2 années. 16, 17, c'est ça, exact. Il était pour Honda of Troy à l'époque. Je pense que c'est l'année après toi. Il a fait le concours de saut justement avec Mike Jones. Il faisait le can-can, là. Ouais. Puis c'était le premier pilote que j'ai vu faire dans le temps, on appelait ça un candy bar. Là. Il passait sa jambe par-dessus les poignets, puis il allait taper son talon sur l'aile en avant. Écoute, on était comme, ben, what the fuck? Qu'est-ce qui. Lui, il avait un arme de freestyler, là. Vraiment. Écoute, le talent qu'il y avait. Puis tu sais, tu parlais, les jumps n'étaient pas faits pour ça dans le temps. Là. Non. On s'entend, surtout au stade, les jumps dans le temps au stade, c'était des affaires de trailer, c'était un peu de la merde, on va se le dire. Oui, puis tu sais, à un moment donné, il y avait une rampe au finish, c'était comme une banane là, que tu peux pas rien faire. Là, tu sais. Ouais. Juste Mike Jones qui laissait tomber son bike. C'était même pas super beau, il était capable de faire beaucoup mieux, mais les sauts qu'il nous donnait, regarde. C'est ça qui est ça aujourd'hui, ben regarde. Tu sais, la manière après ça, tu es arrivé avec les rampes, là, c'était le fun, tu avais une belle propulsion, puis tu pouvais vraiment partir avec une belle angle. Là. Ouais. Mais dans ce temps-là, c'était pitoyable. Ben, regarde, c'est pitoyable. Et que c'est ce qu'on avait, le monde tripait. Là, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, ça prouve le talent de votre gang, votre génération, justement, de faire des tricks sur des sauts. Puis tu sais, même moi, aujourd'hui, je regarde ça, puis je ferais jamais ça, là, sur ces sauts. Je referais jamais ça. Ce que j'ai fait dans le temps, parce que j'ai passé par là, moi aussi, des concours de sauts en des setups un peu questionnables, là, pour, 2 hot dogs, ton t-shirt, puis ton entrée gratis, là. Tu sais, j'en ai fait. Des setups, as-tu déjà fait, du free ride dans en Californie. Tu es allé à Palm Avenue, au bout de la rue, là? Moi, il fallait que j'aille là. Rick Johnson est allé là. On est allé faire Patasevich, puis Rick Johnson est là, puis il faisait les drops. Puis Keith Johnson, quand il était début KTM, moi, on était allé, John Dodd, Pat Barton, Mike Treda, toute ma gang de Nouvelle-Angleterre. Puis il nous a fait rouler au bout à Palm Avenue. Les Mexicains traversaient, parce que c'était à la douane du Mexique, le border, tu sais, fait que. Puis là, on allait rouler là, tu voyais des Mexicains passer de temps en temps, tu fais attention, puis on a frappé un. Puis là, tu avais des murs, là, vraiment des murs, puis là, on se tapait des kickers, là, on n'avait même pas nos pelles, on faisait ça avec des bottes, là. Puis là, tu pouvais monter dans un mur, puis tu arrivais un peu comme vos rampes, là. Puis là, tu allais monter sur le top de la côte, puis tu essayais de louer. Puis j'ai des vieux vidéos de ça, c'est tordant, là, tu sais. On se battait, des fois c'était dans la boîte, c'était pas clean, mais on réussissait à faire de quoi de pas pire, là. Puis quand tu manquais, ben, tu déboulais jusqu'en bas, ça te fait les poignées, les radiateurs. Mais j'ai eu la chance de rouler
de rouler justement dans ces conditions-là en Californie. Puis, tu sais, pour nous autres, c'était pas naturel parce qu'on, probablement, on a grandi à rouler dans le sable, pas sur des terrains plus durs comme ça. Puis, encore moins dans des montagnes, tu sais. Fait que c'était vraiment pas notre élément, mais j'ai quand même goûté, puis j'ai tellement du fun. Puis, quand il mouillait, la terre venait comme du chocolat. Écoute, là, avec les pelles, puis là, on se faisait. J'avais fait un photoshoot avec Dean Wilson à l'époque, quand il n'était même pas encore pro. Il roulait pour Trolley Design, puis il habitait au Canada. Là, puis l'hiver, il s'entraînait justement dans le coin de Lake Elsinore. Puis je m'en vais faire un photoshoot avec James Lissimore. James Lissimore, c'est comme un des meilleurs photographes de motocross au pays, au Canada. Puis on se retrouve là par hasard. Là, on arrange ça. On dit, on va aller rider. C'était, comment ça s'appelait? Canyon Canyon Lake. Non, c'était. Oui, il y avait Canyon Lake, mais on n'était pas là. On était à Dumont Dunes, ce qu'il appelle. Dumont, OK, ouais, j'ai vu ça, mais. Exactement. Mais c'est dans le même coin, là. C'est des espèces de flancs de montagne en gazon. Okay? Fait que là, évidemment, il y a bien du monde qui va passer là avant. Fait que là, les lignes sont déjà faites. Mais là, on jumpait les flancs de montagne comme ça. On pouvait arriver aussi vite qu'on voulait. Puis là, écoute, les photos de ça. Complètement malade. C'est comme pas mal plus vendeur que ton saut dans le pit de sable à Yamachiche, mettons. Tout à fait. Ah, ça, ouais, mais ça, c'est un très cool. On dirait que tu as le goût d'y aller, Carl. Ouais, écoute, j'étais encore aussi allumé de rouler, mais ma tête, t'as vu, mon corps dit non. C'est mon combat éternel. Ouais, j'ai arrêté de rouler pendant un bout, là. Puis, écoute, je passe à une autre affaire. Puis, jeune mes chums, à un moment donné, il dit, hey, moi, j'ai un chalet au Costa Rica. Puis, tu sais, j'aimerais ça qu'on ait roulé là-bas. Tu sais, lui, il a commencé à rouler plus tard. Puis, tu sais, il fait genre du route, toutes sortes d'affaires de même. J'avais 49. On dit ça, je roule plus, moi, là. Ah, comment? Il dit, toi, si moi, je suis capable. En tout cas, puis quand c'est un peu, il m'a dit, puis il va se reconnaître si Simon Goyette, un de mes chums, à Grimby, m'a dit, mange du steak pendant. Oh, oublie ça. Il dit, mange du steak pendant que tu as des dents. Tu sais, là, j'étais comme, dis-moi, à ton âge. Fait qu'en tout cas, il m'a amené au Costa Rica, j'ai commencé à rouler, j'ai pogné un Hazelberg 540, on a roulé au Costa Rica partout, dans les montagnes, en ville, en route, puis là, c'est vraiment été mon élément déclencheur. Je suis donc bien contente parce que j'achale, mon chum, pour qu'on aille au Costa Rica. Moi, je suis allée, puis j'ai dit, le monde font du motocross là-bas, il y a des setups, c'est malade. Non, c'est ça, mais. Il faut, y aller. J'ai pas vu de piste de motocross là-bas, il y en a certainement. Moi, j'ai roulé enduro un peu partout. Fait que là, quand je suis revenu au Québec, j'ai ma blonde, pis tout, tu m'avais fait rouler toi, pas longtemps avant, mon Mugen 125, en plus, tout dans le même temps. Fait que là, j'ai dit à ma blonde, hey, écoute, je pense que je vais recommencer à rouler, tu sais. Puis elle m'a connu, j'avais fini, tu sais. Fait que là, c'est pas de problème, mais tu sais, c'est quand même assez, tu sais, t'as eu beaucoup de blessures, tu vois, ouais, mais écoute, contrat, tu sais, je veux pas me casser à gueule, je veux avoir du fun. Puis là, j'ai comme regretté d'avoir arrêté, mais tu sais, regarde, tu peux pas revenir en arrière, j'ai comme regretté d'avoir arrêté quand j'ai recommencé à rouler, là, tu sais, écoute. Les bras pompés, j'avais pas embrayé, j'avais les bras pompés tellement que j'étais primé, tu sais. Puis à 49, je me disais, c'est pas grave, tu sais, à 35, 36 ou 32, quand je voulais mopper le kid qui arrivait là, tu sais, j'étais comme compétitif. Là, je disais, hey, j'ai presque 50 ans, who cares? Fait que, tu sais, des fois, je faisais 3-4 tours, puis j'arrêtais, hey, qu'est-ce que tu faisais, le vieux, là-bas? J'ai pas pompé ou ça, là, tu sais. J'ai fait ça tranquillement, j'ai recommencé. J'ai recommencé avec un 450, tu sais, erreur, là, tu sais, les nouveaux 450, là. Écoute, c'était tellement fort, le bike, tu sais, puis je pouvais rouler comme 2-3 tours. Après 3 tours, j'étais dangereux, là. Je passais tout droit d'un curve, puis le bike il marchait ben trop, tu sais. Ouais. En tout cas, j'ai recommencé à rouler à 49, là, depuis 2-3 ans, là. Écoute, je suis aussi allumé, puis cette année, là, en fin de l'année, là, et je voulais encore rouler, puis tu sais, il fallait que je redonne mon bike chez KTM. Là, Jean-Sébastien, il dit, calme-toi le gros, là, tu sais, regarde, t'as assez roulé cette année, là. Il dit, l'année prochaine, tu vas pouvoir rouler encore. Oui, mais y a-tu un bike qui traîne chez KTM, là? Je voudrais aller rouler. Il dit, non, il y en a plus, là. On les retourne toutes les bikes, là. Viens ramener ton bike. OK, j'allais retourner le bike. Oui, la lumière est encore dans le dash, elle est bien allumée. Tu referais-tu des courses? Ça, c'est quelque chose que je demande tout le temps à votre gang, là. Puis, je suis vraiment curieuse de t'entendre parce qu'ils ont toutes la même réponse. Mettons qu'on vous invite pour faire une course de old-timer, genre. C'est toi, Jean-Sébastien, je pense qu'il y avait Guy Giroux dans le temps aussi. Tu le fais ou tu le fais pas? C'est dangereux. Tout le monde a répondu ça. Dangereux. Ah oui, c'est grave. Ben, on a roulé cette année à une place, là. À Nestrie, c'était vraiment cool. Louis Desordiers. Oui, ça va la malade. Ouais. Écoute, c'est du noir, là, des vrais crinqués, les mononcles, tout un après l'autre, là, tu sais. Fait que Jean-Sébastien était quand même très sage en passant. Tu sais, lui,
On a recommencé à rouler un peu cette année ensemble, tu sais. On garde ça quand même bien correct. Là, ce qui se passe dans le pit reste dans le pit. Il n'y a pas de hey, un plus vite que l'autre. J'ai vraiment du fun. J'espère qu'on va recommencer à rouler cette année ensemble. Mais faire une course, j'ai roulé à Southwick. Première année, j'ai commencé à rouler mon 450. Je suis allé rouler à Southwick. Mais j'ai roulé tout contre des vieux de mon âge. C'était le fun. C'est juste Dowd qui était bien plus vite que nous autres. Là, tu sais. Puis là, ça fait 2 ans, ça, je vais y retourner parce que c'est une façon de voir mes chums. Là. Fait que ça, c'est clair cette année, si on n'est pas barré par la COVID ou whatever, là, que je veux retourner à Southwick. Mais tu sais, faire des courses au Québec, faire le circuit, il y en a qui sont quand même intenses encore, qui roulent, que je comprends, là, 2-3 fois semaine. Là, tu sais. Ben, Marc, je roule avec, j'ai du fun au bout. Là, tu sais, mais tu sais, le temps à tous les week-ends de rouler, prendre ce temps-là. Je fais du mountain bike la fin de semaine, je tripe avec mes chums. Pas sûr que ce serait winner. Ma blonde est vraiment cool, là, mais si je pars toi fin de semaine, elle me voit pas la semaine, ça me voit pas la fin de semaine. Non, pas tant. Hey, mais Andréane, moi j'ai quelque chose pour Carl. Écoute, un petit throwback 90s. C'est la chronique Motovan, by the way. Là. Regarde le casque. Je trouve que ça serait un peu un retour aux années 90 avec la couleur jaune fluo comme ça. Il fitterait avec ton chandail, ça. Ouais, il me semble qu'il y avait du rose. Absolument. Les derniers, celui que je t'ai donné en 92, oui, mais ils ont pas mal été épurés. J'étais back and black dans le temps. Là. Hey, mais juste 30 secondes pour parler de Motovan, la gang. C'est le distributeur pour les casques Zox. Et allez les voir, c'est un distributeur qui vient de Boucherville. Donc, on encourage ceux qui encouragent le sport. Je pense que c'est super important. On peut commander en ligne aussi. Ils ont plein de produits. Ils ont une super grosse gamme d'équipements de motocross, dont justement la ligne Zox comme ça, qui me faisait penser à Carl à cause des couleurs que tu as déjà eues sur ton casque dans les années 90. Couleurs, hein? Exactement. J'avoue. Oui, absolument. Puis, c'est ça. Motovan, c'est un distributeur de pièces et d'accessoires qui est là depuis 1980, qui s'implique aussi beaucoup dans le sport du motocross, dans les championnats provinciaux et tout ça. Dans l'académie, Milolem aussi. Oui, dans l'académie, absolument. Hey, si là, je parle de mes commanditaires, moi, là. Non. Mais sérieusement, vous pouvez commander ça en ligne en plus sur le site de motovan.com et c'est livraison sans frais en plus quand on commande un casque comme ça, Zox ou tout autre produit. Donc, allez voir ça, la gang, motovan.com et merci d'être commanditaire du podcast et de l'Académie, justement. Mais donc, voilà. Mais ça me faisait penser à toi. Je trouvais que c'était un bon... C'est vrai. Ben, t'as des très beaux casques. Ouais. T'avais des très beaux casques, by the way. Là, des belles peintures. Dans le temps, on peinturait nos casques. Ouais. Comme les Gold Hockey? Comme les les Gold Hockey, c'est parce qu'ils sont à peu près 25 ans en arrière. Okay. J'espère qu'ils sont cool aujourd'hui, mais ils sont way bien. Nous autres, dans le temps qu'on courait, là, tu sais, Ben, t'as des casques peinturés aussi. Moi, c'est vrai que j'avais un bon fournisseur de peinture de casques. J'ai eu une coupe, là, mais le dernier que j'avais, là, la gang Aquatico, là, AS Design, comment je les nomme, je ne sais pas si peut-être qu'il en fait encore aujourd'hui, là, mais il me faisait vraiment des beaux casques, là, puis toutes mes demandes, non, ça coche. Ouais, non, c'était une des affaires, je trouve, qui rendait ton setup vraiment cool. Le fait que tu avais, ça s'appelait, c'est ça, ASD, là, puis il y avait vraiment un très, très beau style, le gars, pour faire la peinture, justement, airbrush sur tes casques. Ça avait tout le temps des setups vraiment, vraiment cool, vraiment uniques. Fait que ça a été un autre petit souvenir throwback des années 90 qui n'existe plus vraiment aujourd'hui parce que les designs de casques aujourd'hui sont quand même pas mal sur la coche. Pas besoin de peinture. Non, t'as vu, moi, je les ai encore, ces vieux casques-là, dans le sol. Le dernier, quand j'avais roulé, tu m'as fait sortir le Mugen. Là. Ouais. Écoute, c'est mon vieux casque, là. De 1995, là, tu sais. Là, j'ai mis mes vieux gilets, mes pantalons, j'ai mis ça dans les gros ziplocs, tu sais. Mon ride, quand j'ai commencé à le porter, là, tout le foam noir, tout tombait partout. Ça fait quand même longtemps que tu es en train de se désagréger. Ils sont en train de sécher. Un peu comme nous autres, des années. Mais le processus, il prend plus de temps. Là, mais non, j'ai tellement l'impression qu'on pourrait parler encore des heures et des heures. J'ai comme l'impression que cette étincelle qui a allumé encore. Andréane, j'ai pas le choix de finir. Carl, je te coupe, excuse-moi, mais j'ai pas le choix de finir. Parce que là, on pourrait en parler pendant 3 heures de même, là. Mais j'ai pas le choix de finir. Ça m'a fait penser à mes blessures. J'ai compté mes blessures il y a quelques années. Fait que je suis rendu après presque 30 blessures au fil des années. Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Oui. Mais Carl, il faut qu'on finisse avec la rivalité Carl Vaillancourt, Jean-Sébastien Roy, 1992.
13, quand Jean-Sébastien montait les échelons et commençait à te chauffer les fesses sérieusement. Et je m'en rappelle parce que j'étais là, ça m'avait marqué parce que t'étais pas content. Ah non, oublie ça, je le torchais toute la fin de semaine. Et il y avait des courses que t'étais pas content. Ah, mais quand j'étais avec lui à 125, j'ai oublié ça, 125, il y avait 50 livres de moins. Moi, j'avais 5 forces de moteur. Hey, c'est drôle parce que tu avais la même défaite il y a 25 ans. Il y a 25 livres de moins que moi. Mais au moins, ces gros bikes, là, j'avais du fun avec le regarde. Il était vraiment bon, mais c'est vrai, 90, ça fait l'année 10, 11, 12, 13, 14. Ouais. C'est sûr que le 15, là, c'était comme mix and match. Puis après ça, lui, je pense qu'il a pogné 97, 18e année, il a pogné une autre coche aussi. Ouais, là, il avait continué au States. Quand il est allé aux États pas mal, c'est sûr que quand tu restes au Québec, c'est peut-être le même monde. Si tu vas te battre contre des pilotes qui sont meilleurs que toi, ben écoute, il a réussi à lever sa barre rendu là. Oui. Mais il y avait quand même des bonnes batteurs, justement, dans 93, 14, 15, là, et JS a chauffé les fesses. Mais c'est vrai que face à pas l'excuse, 125, ça me donnait plus de misère. 250, il était quand même très sacoche. 500, j'ai tout le temps eu plus d'avantages-là avec mon plus gros gabarit. C'est sûr que ça m'aidait. Tu sais, les gros bikes de même, c'était des grosses brutes. Là. Quand le 500 commençait à swapper comme ça, là, son écart de poids ne l'aidait pas. Moi, ça m'aidait. Ouais. Fait que c'est d'un bord, mais ça, en 250, on a eu vraiment des belles courses. Puis la première fois, je te le dis parce que la première fois qu'il est arrivé, je disais, je vais lui montrer c'est qui le boss. Oui, c'est toi le boss. T'en rappelles-tu, là? C'est qui le boss? C'est Carl le boss, voyons donc. Saint-Marc des Carrières. Tu sais, écoute, c'était le kid qui était intermédiaire. C'est sûr qu'il clenchait, là. Puis je le voyais rouler, mais tu vois, dans les pits à Drummondville aussi. Fait que, tu sais, je savais ce qui s'en venait aussi, tu sais. Fait que, il part, dans ses premières courses pro. Il part en 2,50 en avant. Fait que, tu sais, je devais être pas loin. Puis à un moment donné, j'arrive dans son derrière à pied. Je le savais du tour d'avant. Je dis, je vais le sortir. Ben, je vais le sortir. Je voulais, tu sais, pas y faire mal. Montrer comment ça marchait d'un pro. Exactement. C'est comme ça que ça marchait dans le temps. Là, le finish après, en arrivant à Saint-Marc-des-Carrières, le burn me suivait. Écoute, puis ils m'ont ouvert la porte pas grande de même. Fait que je suis arrivé en dedans, j'ai donné un coup de derrière. Écoute, ping, il a revolé le bord. Les corps de poids, c'est ça. Il a revolé le bord du burn. Là, là, je regarde après, je dis, là, sur le coup, j'étais comme, j'ai peut-être un peu fort. trop fort, tu sais. Écoute, quelques tours avant la fin, mon bike, il saisit, tu sais, puis ça arrivait quasiment jamais. Il s'était relevé en bout de ligne, là, tu sais. Fait que là, tout le monde m'avait dit, t'es puni, t'as sorti Jean-Sébastien, t'es puni. T'as pas fini la course, puis JS a gagné. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est quand même exceptionnel. Tu sais, on regarde ça là aujourd'hui, puis écoute, vous, à l'époque, vous étiez inscrit dans 3 catégories différentes dans la même journée, 125, 250, puis 506. Tu sais. Ouais. Je peux même pas imaginer la différence de l'ajustement que tu devais faire dans ton pilotage, de passer à un 125 puis un 500. Ça a comme aucun bon sens. En plus, il nous aidait pas. Il partait, les premiers, c'était les 500. Bon, tu pars que ça. Puis tu partais sur le foutu 125. Écoute, tu t'es timé à faire un double là, dans ton lit de 500, là, tu as eu ton 125, des chiffres, écoute, il n'y avait rien à faire. Là, mais Adrian, c'est ce que Carl avait fait à l'époque, justement, pour compenser son fameux surplus de poids, là, son gabarit, là, comme il dit. Il avait fait venir un kit de performance de Mugen Under Racing du Japon, OK? Il s'était monté un Bessic qui devait y avoir coûté 25 000 $, comprends-tu? Mais c'est pas grave, il y avait rien de trop beau, puis pour gagner, puis c'était monté un 125 de la mort à l'époque. Il y a quoi de différent, ce kit-là? Il était pas lourd. Non, c'était un meilleur moteur, tu sais. Puis écoute, il y en avait qui l'avaient acheté quelques années avant, là. Je ne rappelle peut-être pas Pierre Jolicoeur. Il y en avait une couple qui avait acheté. En Samson, je pense en avait un aussi. Ah, ça se peut. Puis tu sais, on avait vu aux États, tu avais Johnny O, là, tu sais, qui avait un Mugen blanc. Fait tu sais, c'était comme très exotique. Puis là, moi, j'étais tanné de dire à 125, ça prend du moteur, là, tu sais. Tu sais, Ross était gros comme moi. Fait que tu sais, je voulais un avantage côté moteur. Fait que tu sais, on avait acheté ce kit-là. Puis dans le fond,
Oui, évidemment, ça vient d'Honda Racing au Japon. Je l'avais acheté d'un distributeur en Ohio, puis c'était comme, ouais, la carte de crédit. Écoute, c'était un meilleur bike. Je te le cache pas. Là. J'avais des kits pour circuit, j'étais commandité, mais pour circuit, il n'était pas très content quand on avait pris ça. Mais c'était une belle machine. Il faut ce qu'il faut pour gagner. C'est une pièce de collection. Puis moi, j'avais fait un projet vidéo, justement, un projet YouTube. J'ai retrouvé cette 125-là, Mugen, sur Facebook. Puis on l'a restaurée parce qu'elle avait pas mal de millage. On l'a restaurée, puis on l'a fait essayer à Carl. Puis si vous allez sur ma chaîne YouTube, là, vous allez trouver ça. On va le repartager, Ben, dans les commentaires. Ouais, ça s'appelle Projet 91, puis on a eu du fun à refaire ça. Puis ouais, écoute, c'est un bike unique. C'est vraiment un bike unique. Puis tu sais, dans ce temps-là aussi, Honda avait des bons bikes. C'est risque que je l'ai éclaté cette journée-là. Hein? Ouais, vraiment. Sorry, Bob. Mais tu sais, ça, c'est un bike que tu mets dans un musée. Là. C'est ça. Tu passes au travers de des bikes comme tu passes au travers de, je sais pas trop, là, des Kleenex. Là, non, mais ça boucle bien la boucle parce que tu disais tantôt que tu brisais tout le temps les bikes, fait que tu vas avoir brisé lui en plus. Oui, mais les nouveaux 4 temps, oublie ça. Là, on est ailleurs, les nouveaux bikes. Là, mais regarde, c'est vrai, les 2 temps, là, tu sais, t'en as eu. Là, pour faire ça, t'allais passer un mois en Floride, oublie ça après ça, c'était une guinée. Là, tu sais. Ouais, moi, j'avais dû passer au travers d'un de mes bikes. Le bike avait saisi, mais sur un saut à 35 pieds dans les airs quand je faisais. Oh non, ça, c'est pas bon, ça. Ouais. Mais c'est tout ce que l'erreur que j'avais faite, c'est que dans le temps, je faisais encore les 2 disciplines. J'étais coureur à ce temps. Là, on remonte à 2001, OK? Fait que là, je faisais encore des courses. Puis je faisais du freestyle aussi. Puis j'avais le même bike. J'avais un CR 125 puis un CR 250. Puis c'est la première génération avec les frames en aluminium, ça. Non, c'était pas la première. 97, les premières. Ouais, la première, c'est ça, exact. Steve Lamson. Il y avait la première génération. Mais, anyway, fait que j'avais mon CR 125, CR 250, 2001. Mais moi, je faisais de la track, tu sais. Puis cette semaine-là, j'avais slacké un peu sur ma job de filtreur. OK, j'avais slacké à mes tâches de faire mon filtre à l'air parce que on rappelle que je pratiquais dans le sable à Yamachiche, tu sais, fait que là, je faisais des tours. Mon filtreur était bien sale. Fait que moi, le lendemain, je décide d'aller faire de la rampe. Donc là, je me prenais pour mon gars de freestyle le lendemain. Je m'en vais sur ma rampe. Je commence à rider. Bon, je fais un saut, 2 sauts, 3 sauts. J'arrive sur l'autre saut. Et comme de raison, ce qui devait arriver, le moteur saisit, arrête de fonctionner, mais dans les airs. Fait que j'ai eu juste assez de moteur pour me ramasser de l'autre côté. J'ai atterri dans le landing, mais le moteur a quand même arrêté. La roue a barré. Écoute, j'ai réussi à le sauver. J'ai atterri quand même sur mes 2 roues. Je ne me suis pas planté. Et cette fois-là, je me suis dit, wow, OK. Puis là, ton filtreur, là, tu l'avais-tu mis, ton filtreur, ou pas? Je l'avais mis, mais c'est parce que le carburateur avait mangé un petit peu trop de sable, comprends-tu? Ça avait passé au travers. Là. Il avait mangé bien de sable. Ça passait à une histoire à Southwick, en 93, avec mes Suzuki. J'étais allé rouler dans une grosse piste de sable avec mes boys, à la fin de l'année. Ah non, c'était au printemps. On venait de Floride, fait qu'on arrêtait un petit stop de 2-3 semaines en venant de la Terre. Puis à un moment donné, je fais une qualif qui est genre 3-4 tours. Puis à un moment donné, mon bike, écoute, il y a du son, il va bien, là, mon 250. Là. Puis là, c'est à cause des burns, puis l'écho, puis tu sais, qui respire. Là. Puis à un moment donné, à la fin, à un moment donné, là, ça marche plus partout. Je me rate peine et de misère. On arrive dans le pit, on enlève le siège. Pas de filtreur. Puis mon mécano, c'était Dave Garland. Ouais. Dave avait pas mis de filtreur. Wow. On s'entend dessus qu'on a pogné le Suzuki. Ah non, un autre bac à poubelle, là, oui. Ouais, non, c'est ça. Ouais, il est devenu un bac de genre pratique. des bicycles jetables? Je connaissais pas ça. Écoute, dans l'année, les premiers bikes que je prenais, quand ils étaient race bike qui commençait pas longtemps à Floride, surtout au milieu de la Floride, ça devenait un practice bike. Puis quand je revenais au Québec, on prenait une roue, un filtreur, tout ce que je démolissais dans l'année. Puis à la fin de l'année, on le remontait, on le mettait à vendre. C'était un bike Frankenstein. C'était un ramassis de plein d'affaires. Mais Carl, écoute, là, c'est trop bon, il faut continuer là-dessus. Là. C'est quoi ton pire bike que tu as eu en carrière? Tu le sais, tu m'as parlé tantôt. C'était Kawasaki, là, dans le fond. J'avais eu un bondé dans le temps qui était 92. Écoute, je venais de partir de mes Honda en 91. C'est les meilleurs bikes au monde, les Honda. 91, c'était le bike. Là.
Honda, Puis là, ben, tu sais, à l'automne, le budget était plus pareil, puis Kawasaki, all-in, tu sais, puis OK, on en va avec Kawa, puis tu sais, un beau contrat, puis tout ça. On arrive en Floride, écoute. Quand je l'ai parté, il branlait déjà, puis là, ben, Dave, dans ce temps-là, il s'est mis de chum avec le gars de Team Green, là. Puis écoute, ces Kawa-là, ils explosaient tout le temps. Assez que j'ai passé mon temps en Floride. À la fin de la Floride, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que je vais faire, tabarouette? C'est ça, t'as pas commencé encore, là? La saison, t'as pas commencé. Puis on a testé les suspensions, les moteurs sur le 125, sur le 250. Puis là, à les clutches, là, quand t'arrivais, tu coinçais la clutch, puis elle désengageait pas. J'arrivais d'un cœur, je passais tout droit parce que t'es supposé, quand tu breaks, tu tiens la clutch, tu tombes sur le neutre. Puis là, tu t'engages dans le tournant. Écoute, toutes sortes d'affaires. Puis là, il vibrait tellement une journée, là, je pense que c'était juste après le détournant, je pense. Je me dis, on va continuer à rouler encore. Puis je pratique une journée, là, puis j'arrive au truck, je dis, écoute, je suis plus capable. Puis là, Dave, il démarche le bike. Puis là, je dis, vide, il va pas bien. La suspension, non, c'est de la merde. Écoute, il a commencé à le défaire. Le frein va être pété en 6 places. Là. On a pacté nos outils, la Floride. On est retourné au Québec. On a fait des téléphones. J'ai eu des pièces simili-usines ici et là. Des pièces spécifiques qu'on a eues. Puis on a toutes défait les freins. Dave a soudé des plaques. Il devait avoir 5 livres de plaques sur ces bikes-là qui t'offrent, là. Puis rendu au début mai, on commençait à avoir de quoi de pas pire. Quand j'ai reçu mes pièces, mes affaires, là, c'était pas si pire. Ouais. Mais quand j'ai fini l'année, là, oublie ça. J'ai rushé toute l'année, là. Écoute, tu sais, j'avais eu des bons bikes l'année d'avant, là. Ouais, 92, ça, c'est l'année où tu portais le numéro 5. Les bikes étaient beaux, les Kawa flashaient, les fourches étaient bleues. C'était un beau bike. Le kit answer, le kit flashait. La seule année que le numéro 5, c'était un beau kit, mais moi, je me rappelle là, de ces années-là. J'étais là, 92. Mais tu n'étais pas un gars de Kawa. Ça ne marchait pas. Là. T'étais pas Suzuki, OK, tu as eu des bonnes années. Honda, évidemment. Mais Carl sur un Kawa, ça ne marchait pas. Là. Ben, je l'ai roulé les années d'après. À la fin de l'année, il m'avait redonné un 93 dans le temps du stade. Là. Tu sais, déjà, il était mieux. Là. Tu sais, on partait avec une barre. Mais je ne sais pas, cette année-là, il avait changé de génération de la 91. Là. Écoute, oui, ça marchait pas, moi, puis mon style, ce que je voulais comme type de power là, sur le bike, écoute, oublie ça. En tout cas, j'ai vraiment pas aimé mon année. Le 500, il allait bien. Ça, c'était pas pire, là. Ouais. Le 500, c'était pas tellement ma moto de prédilection, là. Mais puis 125, on a fait de quoi de pas pire, mais le 250, là, c'était comme, c'est ça. C'est des bikes de ça finisse. Ouais, j'en ai déjà eu des Kawa, puis ça a bien changé, là. J'en ai eu il y a jusqu'à 3 ans, j'ai eu un Kawa 450 2018. Là, on n'est plus à la même place. Là. Aujourd'hui, c'est des super bons bikes. Puis, mais dans le temps, moi, j'avais eu un 2002 puis un 2003. Puis 2002, encore là, c'est une vieille génération. Là. C'est la génération de Carmichael sur Kawa. Là. Les bikes étaient fait bien longs. Le frame était un peu bizarre. J'ai quand même eu ça a été une de mes meilleures années en 2002, mais évidemment, je m'en servais pas comme coureur, je m'en servais comme freestyler, tu sais. Puis même à l'époque, c'était à vrai dire, 2002, c'était ma dernière année que j'ai couru. Puis c'est l'année que c'est ma première année au X Games, mais je courais encore dans ce temps-là. Puis 125, j'avais fait un peu la technique Carl en cours. J'avais décidé de donner un peu de pep à mon moteur, sauf que moi, au lieu de commander un kit Mugen, je l'avais fait grossir. J'avais rendu un 150. Big bore. À peu près. J'étais rendu à 156. Je trouvais que ça aurait été plus fun un peu là, dans le sable. T'as vu une différence? Oui, absolument, évidemment. Mais ça vibrait, ces bikes-là. Les pédales, ça vibrait, ces bikes-là. Puis là, les deux temps. Ouais. Le référent de base, il vibrait beaucoup. Ouais. Puis après ça, 2003, ils ont changé, ils ont changé de modèle. C'était mieux. Puis après ça. Je les ai vus après là, sur un national. Ça fallait des bons bikes. Là, j'ai pogné une mauvaise année qui ne fitait pas avec moi, mais je les ai vus après, ça valait des bons bikes. Là. Je ne veux pas les ça a passé de bikes que tu mets aux poubelles après un camp d'entraînement à des bons bikes. C'est correct. À un moment donné, là, on a eu des pensées noires quand on venait, là, la Floride. Là, on disait, je vais aller m'acheter des Honda, je vais rouler comme une pioche avec ça, oublie ça. Là, après ça, on s'est calmé. Il y en a plein qui roulent avec ça, qui sont corrects, là, mais ça nous a demandé beaucoup
Ah, cette année-là, je pense que le Kawa est tombé sur tes nerfs solidement. Fait que là, t'avais 25 livres de trop pis t'avais un Kawa. Ça allait pas bien? Ouais, les Kawa ont testé ta patience solidement. Moi, je m'en rappelle, on était à une course, puis t'avais dit à ton père, on dirait que je sais plus comment rouler, ça marche pas. Ça se peut, regarde. Ton père s'est gratté à la tête, puis là, il checkait les bagues. Mais t'étais tellement à bout après la course, c'était comme à ton père. On dirait que je sais plus comment rouler. Ça se peut, regarde. Cette année-là, j'avais pas eu de plaisir, puis je m'étais blessé en 91, tu sais, puis là, je revenais, puis là, tu sais, écoute, moi, numéro 5, c'est mon bike, là. C'était une claque saillette, toi, fois, j'ai regardé mon bike, là, tu sais. C'est pas un beau numéro, hein. La dernière année, j'ai roulé que 111. Je voulais pas mettre de 2, j'étais plus capable. Ah, d'accord. Écoute, là, tu roules pas de Kawa cette année, hein? Non, là, je roule des KTM. Je suis dans les mêmes eaux que ton chum. Là, ouais, écoute, ouais. Les bikes à Star, c'est écœurant. Ben oui, là, t'arrives, oui. t'as plus de start, t'as plus de kickstart. Kickstarter, ouais. C'est comme ping de même. Puis là, après ça, mapping 1, 2, traction control. Tu peux faire tellement de choses. Puis il y a tellement de power. Oui, c'est ça. Moi, les KTM, les bikes européens, Husqvarna, KTM, moi, souvent, je compare ça au BMW du motocross. C'est vrai, c'est comme le modèle européen, right? C'est comme le haut de gamme, si tu veux, comme la finition du bike, comment elle est faite, les composantes, les freins, la clutch. C'est du haut de gamme, là. Tu sais, c'est vraiment ça. Là, c'est une plug. On peut partir tous les deux de notre bar, là, parce que, tu sais, Husky, on est dans la même équipe, là, on est juste pas mal de couleurs. Le groupe mais c'est KTM, vrai que les Husky, il va y avoir des options, oui, qui sont plus d'origine. Ouais, non, mais là, moi, je vais te montrer que je pisse plus loin. Mon KTM, tu l'as pas vu, là. Moi, je suis full factory, là. Full. Ah ouais? Oh, mais là, toi, c'est ça, tu commandes ça du Japon à coup de... Non, mais là, ce coup-là, c'est mon ami JSR. Là, écoute, quand je l'ai reçu, quand je suis allé chercher à Chablis, à Shop, t'es allé là, certains, là, les gros rotors de break, les grosses roues, la suspension factory, les triple clamps, la paille, et tout. J'en revenais pas. Ils m'ont vraiment gâté. Là, je devais y retourner dans 3 semaines à peu près. Là, les suspensions sont chez Factory Connection, là, tu sais, puis je me fais... Ils s'attendent peut-être à ce que tu recommences la course. C'est pour ça qu'on donne un Bike Factory. Là, c'est quoi? Aujourd'hui, on est quelle date aujourd'hui? 1er avril. Hey! Ça prend un mot du mot poisson d'avril. Ouais, c'est ça le pire. Mais écoute, je vais te le prêter si tu veux. Parce que toi, à l'origine, Husqvarna, c'est une machine à coudre, ça. Une chaîne de ça? Le code de Carl, je l'ai entendu 1000 fois, ce joke-là. Ah, regarde. Le code devrait être plus original que ça. Mais non, mais on va. Mais là, elle devait le savoir, tu n'y as pas dit. Mais je savais, Husqvarna font pas des machines à coudre. Tu sais, ils font des weed eaters, des enfants de même, là, mais. OK, on ne slidera pas là-dessus. Là. Non, je roulerai ton bike, puis je vais triper, puis là, il faut rouler. Là. Ça va se régler sur une piste, Carl. Ou sur une exactement. T'es-tu capable de faire 3 tours sans pomper des bras, toi? Un. On va commencer par un. OK. Hey, on va si tu veux. Hein. Un tour. C'est comme le straight rhythm, mais un tour. Mais... Pour triper, là, tu sais, écoute, il y en a plein de pistes, là, tu sais, là. Oui, mais écoute, la track là, que t'as Instagrammé ça l'autre jour dans tes stories, là, ça va l'air malade. Là, écoute, puis là, OK, pour que ça soit fair, fais-moi pas des foutus backflips, là. Ça, c'est pas fair. Non, ça fait longtemps que j'en fais plus. J'ai compris à cette heure. Je suis revenu dans le droit chemin à cette heure, là. Ben oui. Non, mais t'as-tu roulé à Ben fait plus des backflips, il change des couches. Ouais, mais. C'est ça. La couche, c'est ça. Mais écoute, moi, cet été, fin de semaine, j'étais un weekend warrior, moi, là. Fait que je vais dans les pistes. J'étais allé, en tout cas, ça te les nommer, là. Puis les pistes sont belles, les sauts. Oui, j'étais allé à Solaire. Je suis pas allé à Deschambault. Daniel est en beau, je vois le vert après moi, là. Mais, tu sais, ça va donner cette année. C'était une belle piste. Ali Soudain, super beau. Trinque Jonction, j'ai roulé. Écoute, les pistes, c'est débile. Moi, je pars du vieux grognon avec sa traîne lavage dans le champ, plein de poussière, pas faite tout l'été. Tu fais un double au début de l'été, là. T'espères qu'il va être beau à la fin de l'été, là. À poigner, des kids qui arrivent aujourd'hui et disent la piste, je l'aime pas, elle est trop poussiéreux, je roule pas aujourd'hui. Il arrête pas encore. Il est épique. Ils vont tous me voir cet été, ils vont dire c'est le vieux moment. Je ne mettrai pas mon nom. Aujourd'hui, ils vont me sortir. Trop humide aujourd'hui. On roule pas. Hey, je leur dis qu'ils sont bien. Ils sont vraiment gâtés.
Moi, le cas, je suis heureux comme impression. Quand je vais rajoute. rouler, là, ce que la vie est belle. Là. Il en rajoute. Du fun au bout. Non, j'en rajoute plus. Je lâche ça, mais quand je vais rouler dans les pistes, je trippe au bout, là, tu sais. Les pistes sont... Écoute, c'est liché. Fait que, tu sais, quand tes bras pompent pas, au début, c'est liché. Le temps que ça vienne rough, t'es correct, t'es bon pour la fin de journée. Si tu commences, la piste est rough, ça, là. Mais s'ils sont si belles que ça, les pistes, pourquoi que les kids vont pas rouler? Ah non, moi, je parle plus de ça. Tu fais un autre podcast là-dessus. Mais aujourd'hui, quand tu vois les nationaux, par exemple, différence d'avant, nous autres, on faisait, mettons, 2 classes, 4 manches. Tu sais, notre vitesse était ajustée avec notre condition physique. Quand t'es brûlé, la 4e manche, le Ben, tu sais, oublie ça. Mais je leur donne ça. Les autres vont faire 2,35 minutes, mais au fond, là, écoute, j'ai vu rouler. Là, il se rachète. Il se rachète. Non, mais je me rachète, mais tu sais. C'est correct, Carl. On peut arrêter ça direct là, le podcast. On a fait une grosse heure et demie quand même. Tu étais super généreux. Tu assez calé. On va laisser ça de même pour l'instant. On va contrôler les messages, Andréane, là, les commentaires et tout ça. Ah, mais moi, j'ai hâte à cet été. Là. C'est sûr là, qu'on va en entendre reparler. C'est sûr qu'il y en a qui vont regarder le podcast. Là, ils vont essayer de te chauffer les fesses. Peut-être qu'il y en a qui vont essayer de te sortir de la traque. J'espère que t'es prêt. Ça se peut. Peut-être. Ça se peut. Ben, bonne chance. Ce que j'ai fait cet été, une dernière, même si tu ne l'enregistres pas, là, j'ai roulé, puis tu sais, Tim Tremblay, je l'ai vu souvent dans les pistes, c'était vraiment cool. Fait qu'on roulait à Issoudun. Tu sais, Mané, tu gages comment plus vite qu'il vient me chercher, mais des fois, je check. Ah, il s'en vient. Puis à un moment donné, je vais me payer sa gueule. Je coupe une bonne section de la piste, qui est d'après l'équivalent de ce qui me ramassait. Fait que là, je le fais un tour, 2 tours. Puis là, je le vois, tu sais, ça se rapproche un peu. Il doit capoter. Mon oncle, que si à 52, ça se peut pas. Fait que là, il revient au truck. Moi, je dis pas un mot. Je dis, ça va bien. La piste est vraiment belle. Tu sais, écoute, pas trop rough. Moi. Puis là, j'essaie de voir s'il va mordre là-dedans. Il disait, Tim, la section avant le finir, je la faisais pas. Ah, c'est mon tabarnak. Il dit, je te voyais, je comprenais pas, là. Là, il dit, là, j'adore ça. Tu veux, Andréane, tout est dans l'attitude. Ben oui. Carl, il nous le prouve encore. 25 ans plus tard, il a pris sa retraite. Puis encore, il y a ça. Il y a le thinking. Il y a ça dans le sang. Ben, il y a ça, c'est évident. Écoute, mais là, c'était triché, là, ça comptait pas. Écoute, ça prendra ce que ça prendra. Exactement. Hey, Carl, un gros merci. Ça a été bien. Merci. Fun. Ouais. Bon, c'est le fun. C'est très cool. Au plaisir. On se voit cet été pour régler ça sur la piste, nous autres, c'est ça? Non, nous autres, on est des amis. T'as pas besoin de me sortir comme Jean-Sébastien et les autres. Nous autres, moi, je suis de ton bord. Ben non, on n'est plus là. Moi, toi, Jean-Sébastien, mais c'est vrai, si on roule cette année, le groupe qui avait été l'année passée. Oui, je vais y aller. Ouais, puis tu sais, it's all good, c'est le fun. Absolument. Good. Andréane, un gros merci. Merci, Ben. Un gros merci. Ça a été super le fun comme podcast. Écoute, on était gâtés. Un gros merci aux commanditaires avant d'y aller. Husqvarna Motorcycle Canada, Motovan, DL Performance, VP Race Fuel, Silverwax et Pantera Motorsports. Donc, un gros merci aux partenaires. On encourage les compagnies qui encouragent le sport. Donc, voilà la gang. Donc, on se revoit très bientôt pour le podcast. Ciao!